On a eu 1 million de péripéties pour pouvoir lancer ce webinaire. Toutes les plateformes qui plantent, nos comptes qui veulent plus connecter, tout qui se déconnecte à la dernière seconde. On est là quand même. Et en plus, on cherchait un sujet pour meubler pendant les 5 prochaines minutes, le temps que tout le monde arrive, mais peut-être qu'on peut carrément vous raconter ça, en fait. Ouais, en fait, du coup, on va carrément vous raconter que le micro a lâché et que ça n'a pas fonctionné, donc on a dû trouver un câble en catastrophe. On a la lumière qui est en Y parce qu'on n'arrivait pas à fermer la porte. Nous, on ne vous voit pas, hein, bien sûr. On voit le chat, on voit vos petites questions. Et petite info aussi, on a des travaux en cours en ce moment, donc si vous entendez beaucoup de bruit de chantier, ne vous inquiétez pas, ça fait juste partie des petites joies sonores. Ouais, les joies de la vie, le jeu de ce webinaire, on s'est dit, moi, je pense que la vie s'est dit, viens, on leur met toutes les difficultés possibles, mais sur les 10 dernières minutes, et on voit à quel point elles arrivent à garder leur bonne humeur et leur sérieux pour le webinaire. On faisait la gueule il y a 5 secondes. Ouais, il y a 5 secondes. Pour le webinaire, je pense qu'il va durer entre 30 et 40 minutes. Il y aura bien sûr un replay sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Et on a réussi. Merci beaucoup pour ces petits commentaires d'encouragement. On attend quoi encore 2-3 minutes avant de commencer, le temps que tout le monde. Ouais. On n'a toujours pas de sujet pour meubler. Mais si, parce qu'on doit leur dire de nous écrire que sur Zoom si vous avez des questions. On l'a dit déjà ? Oui, je crois qu'on l'a dit. Oui, si vous écrivez sur Facebook ou sur Instagram, on ne vous voit pas. Il faut nous écrire du coup sur Zoom pour qu'on voit toutes vos petites questions. Concernant les questions, on les traitera toutes à la fin de la présentation, pas au milieu. Donc, même si vous posez votre question 5-6 fois d'affilée et qu'on ne la voit pas, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on les regardera à la fin. Le but de ce petit webinaire aujourd'hui, déjà, c'est de vous faire un petit coucou de notre ambiance Wallaxy et que vous voyez aussi que vous nous connaissez essentiellement par notre stratégie de contenu LinkedIn. C'est pour vous montrer que autant sur nos posts que maintenant avec vous, on est exactement pareil, c'est-à-dire authentique et un petit peu à l'arrache. C'est un peu comme ça qu'on Mais très pro. Mais très pro. Et le but de ce live aujourd'hui, ça va être de vous expliquer en fait un espèce de petit tuto pour comment vous allez écrire votre article pour Google, mais en fait, vous allez aussi écrire des articles pour les gens qui vont les lire. Donc, c'est cool de faire du référencement, c'est cool d'aller chercher des mots-clés. Ce qui est encore plus cool, c'est quand les gens aiment ce que vous écrivez et qu'ils reviennent parce qu'ils savent que chez vous, votre article et vos articles ils sont agréables à lire et que vous ne faites pas que du SEO et que vous n'êtes pas là que pour blinder des mots-clés dans un texte, mais là pour apporter de la valeur. Donc, c'est clairement le but d'aujourd'hui, quoi. Alors, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est du coup Amandine. Je suis passionnée d'acquisition depuis 5 ou 6 ans. J'ai commencé, comment j'ai appris le SEO, comment j'ai appris le SEA, ça n'a pas été en suivant des cours ou des formations, mais ça a été en créant un blog, en testant, en prenant pas mal de gifles. Et à un moment donné, j'ai trouvé une stratégie. Je me suis dit, OK, celle-là, elle marche à peu près. Et j'ai itéré jusqu'à ce que j'arrive à avoir des résultats plutôt quali. Et clairement, je suis amoureuse de SEO. Je suis tombée dedans comme un coup de foudre. En fait, on s'y attend pas. On nous montre un peu comment ça fonctionne. On se rend compte qu'on peut atteindre des positions, qu'il y a du challenge, qu'il faut en même temps décrypter un peu cet algorithme de Google. Moi, ça m'a fait... j'ai adoré ça. Et depuis, j'arrive plus à m'en passer. Moi, du coup, c'est Elodie. Je n'ai pas du tout prévu mon intro. D'ailleurs, je rajoute juste, n'hésitez pas à ajouter Amandine sur LinkedIn parce qu'elle écrit pas mal et que c'est toujours très, très intéressant. Et en plus, vous la voyez partout. Et moi, du coup, je travaille chez Wallaxy depuis plus d'1 an et demi maintenant. Je suis responsable éditoriale et rédactrice pour ce sublime blog dont on va vous parler. Et moi, je suis amoureuse du SEO aussi et de la rédaction et je vais aussi partager ma passion avec vous durant ce petit webinaire. Voilà. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est donc là le tuto qu'on va vous expliquer, c'est-à-dire comment mettre en place votre stratégie. Il va falloir quelques prérequis avant de pouvoir en arriver là, donc je vais vous les expliquer assez rapidement. En fait, un peu comme, imaginons demain vous voulez faire une compétition de sport, il faut pouvoir maîtriser certains mouvements et être un petit peu entraîné avant de se présenter à la compétition. C'est à peu près le même fonctionnement ici. Avant de pouvoir espérer se placer sur Google, il faut faire quelques prérequis, donc on les verra ensemble. Ensuite, on verra ensemble c'est quoi les premières étapes, comment on fait une étude de mots-clés, comment on décide quel sujet on va écrire, pourquoi on va écrire celui-là et pourquoi pas un autre. Et comment on va établir un planning sur plusieurs mois pour garder une stratégie régulière et avoir des résultats
des résultats d'une part rapides, mais aussi des résultats sur le long terme. On verra aussi comment on va écrire pour Google, mais surtout, on va écrire pour son audience. On va écrire pour les gens qui sont là et qui vous regardent et qui vous lisent. Et quelques petits KPI à analyser pour voir si ça marche bien, si votre stratégie elle est bien mise en place. L'idée, c'est de faire un mix entre on fait un tuto qui est actionnable et en même temps, on veut des résultats rapides et on ne se prend pas trop la tête. C'est-à-dire que mon objectif, si vous finissez ce webinaire avec une migraine, c'est que j'ai raté. Si vous partez avec une stratégie et que vous savez comment faire, c'est qu'on aura réussi. Je vais commencer par, pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques sur pourquoi faire du SEO, avec tous les mythes du SEO qui va autour. Donc, on a tendance à penser que le SEO, c'est long. On a tendance à penser que les résultats du SEO, ça arrive dans 6 ans, voire plus, que c'est compliqué, que c'est mystique, qu'il faut maîtriser des notions et des termes techniques, alors que pas du tout. Le SEO, c'est abordable à tous. Le SEO, ça peut se démarrer même quand on est tout seul et ça peut se démarrer même quand on ne connaît rien. Donc, pourquoi faire du SEO? D'une part, c'est un investissement long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez mettre en place cette stratégie et vous allez avoir des premiers résultats, vous allez avoir des résultats sur le long terme et vos efforts que vous avez faits, par exemple, il y a 3 mois, ils vont se diffuser en fait sur le long terme. Donc, ce n'est pas j'investis maintenant et soit ça marche pas. C'est j'investis et en fait, ça se construit et ça se diffuse. Le SEO, c'est aussi une forme de capitalisation à vie. Donc, pourquoi capitalisation à vie? C'est, dans un sens, tous les articles que vous allez écrire, tout le contenu qu'il va y avoir sur votre site, ça va être d'une part du contenu que vous allez pouvoir réutiliser. Par exemple, moi, tout mon contenu SEO, je le réutilise. Soit je fais des posts LinkedIn qui deviennent des podcasts, qui deviennent des webinars, soit ça devient tout mon contenu sur le SEA et sur, par exemple, mes Google Ads, mes Facebook Ads. Et c'est surtout du contenu que vous allez pouvoir réutiliser pour faire. On fait aussi des livres blancs, on fait aussi vous pouvez aussi en faire des formations. Donc, c'est plus un pari long terme sur aussi cette forme de capitalisation. Et le SEO, c'est pour moi mon canal préféré en termes de croissance. C'est-à-dire que, contrairement au SEA, c'est simple. Donc, le SEA, on va mettre un budget et on va avoir une croissance qui va aussi suivre ce budget-là. Tandis que le SEO, c'est un peu la roulette, quoi. Si un mois, tu peux arriver et avoir fait plus 50% de croissance, tu peux passer de 1000 visiteurs à 60 000 visiteurs en quelques mois. Et c'est vraiment là où il y a le plus de résultats un peu impressionnants à mes yeux. Et un peu tout plein de bonnes surprises aussi qu'on peut avoir. Mais c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur Galaxy et c'est ce qu'on va vous montrer. Ce qu'on a eu les prochains. Ouais. C'est clair que ça allait très vite. On est très fiers. Ouais, en fait, ça allait très très vite. On est super fiers de ça et c'est surtout qu'on ne s'y attendait pas. On savait que la stratégie qu'on avait mis en place, elle était bonne, mais on ne savait pas qu'elle était aussi bonne. Et donc, tu arrives un matin, tu ouvres ton Google Analytics et tu fais waouh, c'est passé quoi pendant une semaine? Et c'est un peu la magie du SEO. Ça fait sourire, ça fait plaisir et après, tu en es très fier. Et le dernier argument que je dirais, si je devais vous convaincre de faire du SEO, ce serait que tous les utilisateurs de Google, donc quelqu'un qui va faire une recherche sur Google, enchanté, quelqu'un qui va faire une recherche sur Google, c'est aussi quelqu'un qui va être dans une intention d'achat, dans le sens où, moi, si demain, je vais taper, là, je suis une petite bouteille d'eau devant moi, si je tape bouteille d'eau de la marque Gymshark, je suis dans une intention d'achat, clairement, soit je veux savoir à quoi ça ressemble, c'est quoi les dernières nouveautés, soit tout simplement, je suis déjà dans une intention de je veux l'acheter, il faut juste qu'un site me propose où l'acheter. Et c'est un peu ça, la magie de Google, c'est que les gens sont déjà prêts, il faut juste être le site qui fera passer à cette fameuse intention d'achat. Et maintenant, on va vous parler un peu des chiffres dont on est fiers. Nous, la stratégie qu'on a réussi à mettre en place donc en une année, c'est qu'on a réussi à passer de 0 visiteur SEO à 120 000 visiteurs SEO en moins d'un an. Donc, au début, on avait 1000 visiteurs, puis après, on est vite passé à 10 000, de 10 000 à 20 000. Et il y a un mois, c'était, je crois, le mois de février de l'année dernière, quelque chose comme ça. En janvier, on était à peu près à 30 000 visiteurs SEO. En février, on arrive aux 75 000. Donc, on a fait mais c'était impressionnant. Et c'est surtout qu'on a aussi réussi à convertir et à capitaliser ce trafic. Donc, on ne fait pas juste du trafic pour faire du trafic. Ce trafic nous rapporte à peu près 60 000 € par mois, donc juste sur notre blog. C'est une part de ce qu'on arrive à traquer, parce que le SEO reste difficile à traquer dans sa totalité. Mais en tout cas, pour tout ce qu'on arrive à traquer en termes de revenus par article, de livres blancs ou autres, c'est à peu près 60 000 € par mois.
Et je ne me rappelle plus pourquoi on a mis 80% de notre trafic sur le blog, mais en gros, 80% de notre trafic global, que ce soit sur la boîte, que ce soit sur notre site, que ce soit sur nos produits, ça vient essentiellement du blog, donc du SEO. On avait un pourcentage, peut-être que c'était lié au pourcentage de chiffres qu'on faisait par rapport aux autres canaux. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Yes. C'est-à-dire que si on doit partir sur une répartition du chiffre d'affaires aujourd'hui de Wallaxy, tu as le SEO qui est quand même qui représente 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Et le SEA est beaucoup plus petit, même si c'est là où on met aussi beaucoup de budget. Donc, c'était aussi un pari long terme. C'est-à-dire qu'au début, on s'est investi beaucoup. Ça n'a pas rapporté tout de suite. Et maintenant, aujourd'hui, ça prend une grosse place dans notre chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wallaxy, d'ailleurs, c'est un outil d'automatisation sur LinkedIn et par email. Je ne sais pas si on a fait une petite intro. J'imagine que la plupart connaissent. On n'a pas fait de petite intro sur Wallaxy. C'est vrai que là, on est plus parti sur comment faire une strat SEO. Mais effectivement, si vous utilisez LinkedIn et que vous cherchez à automatiser un peu vos actions sur LinkedIn, Wallaxy. Et puis, si vous voulez voir un blog qui marche bien, n'hésitez pas à aller visiter notre petit blog. Carrément. Et du coup, on en arrive aux fameux prérequis que je vous disais. Donc, avant de pouvoir mettre en place cette stratégie de contenu, il faut que votre site il soit un minimum préparé. Vous ne pouvez pas arriver, OK, j'ai créé mon site, j'y vais tout de suite. Il y a quand même quelques prérequis qui se basent sur les piliers du SEO. Donc, les piliers du SEO, ils se découpent en 3 parties. Le premier pilier, c'est l'aspect technique de votre site. C'est-à-dire, tout simplement, est-ce que votre site il est rapide? Est-ce que votre site il est léger? Et est-ce que votre site il est accessible en termes de... Est-ce que c'est facile de naviguer dessus? Est-ce que les gens arrivent à trouver les informations rapidement? Et surtout, est-ce que Google vous donne une bonne note de 0 à 100 sur cette fameuse technique? Donc ça, c'est la chose qu'il faudra que vous travailliez avant de pouvoir lancer cette stratégie de contenu. Si vous recherchez des contenus autour de ça, vous pouvez aller voir nos 2 comptes LinkedIn respectifs où on a fait beaucoup de posts dessus. On a fait aussi on a d'autres lives qui vont être prévus sur chaque pilier. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect contenu. Donc, le deuxième pilier, donc c'est forcément le contenu, ça va être tout le contenu que vous allez avoir sur votre site, sur vos pages ou dans vos articles. Et le troisième pilier qu'il faudra déjà travailler dès la création de votre site, c'est l'aspect confiance. C'est-à-dire, est-ce que Google accorde de la confiance à mon site et comment il m'accorde de la confiance? Mais il faut qu'il y ait des sites qui soient plus gros que moi, à peu près dans la même thématique que moi, qui parlent de moi pour dire à Google, écoute, moi je suis là depuis 10 ans, tu me fais confiance. Du coup, si je t'envoie vers ce nouveau site-là, tu peux lui donner un petit peu de ma confiance. Donc, c'est tout cet aspect-là que vous devez travailler aussi, parce que c'est cool d'avoir du contenu, c'est encore mieux quand il est lu et reconnu. Notre pire erreur qu'on a fait, ça c'est un truc que j'aime bien parler dès le début, avant de même de vous expliquer comment mettre en place cette strat, c'est qu'au début, nous on a fait un rush vraiment pendant 3 mois, j'étais là, ok, le site, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit nickel, et pendant ce temps-là, je ne travaillais pas les 2 autres piliers. Je me suis dit, ok, je fais un par un. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne publiez pas non plus. Moi, j'avais tendance, du coup, je faisais un petit peu la technique. Mon site, il était bon. Après, je publiais 6 articles pendant 1 mois. Je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai fait le quota. Plus besoin d'en publier. Et à côté, la confiance, je la travaillais quasi pas. Je n'allais pas chercher des liens. Je ne faisais pas en sorte qu'il y ait des gens qui parlent de moi. Et mes résultats, en fait, au début, ça a un petit peu fonctionné. Et après, au bout d'un moment, ça a stagné. Et ensuite, ma courbe, elle a explosé, mais pas dans le bon sens. Parce que tout simplement, il n'y a qu'une seule règle pour que ça fonctionne, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il faut que, oui, imaginons ça, c'est la répartition de votre temps sur 1 mois. Il faut que sur le mois, vous travaillez à 20% de votre technique, c'est-à-dire vous vous assurez que votre site il est toujours bon, qu'il est toujours rapide, qu'il est toujours accessible. Est-ce que le fait que vous ayez rajouté beaucoup de contenu, ça l'a alourdi ou pas? Toujours un petit check. Vous passez 40% de votre temps à rédiger ou optimiser du contenu et vous passez 40% de votre temps à aller chercher des liens et à faire en sorte que vos articles que vous écrivez ne soient pas écrits pour rien, entre guillemets. Donc, une seule règle, la régularité avant de commencer ce tuto. Donc maintenant que vous savez à peu près ce qu'il faut pour en arriver là, donc vous savez à peu près les prérequis, on va commencer par quoi? Moi, c'est la question que je m'étais posée, si vous voulez. À un moment donné, chez Wallaxy, on s'est dit, OK, on commence par quoi en fait? On sait qu'on veut écrire autour de LinkedIn, on sait qu'il faut qu'on puisse tel et tel sujet, mais juste, je fais quoi? Je vais où? Est-ce que j'écris à la volée? Du coup, c'est un peu le but de cette partie-là, c'est on se structure. La première étape, c'est d'aller faire une étude de mots-clés.
C'est-à-dire que vous voulez que Google il vous considère comme expert dans quoi? Quel sujet? Quel mot? Si vous faites, nous, pour la prospection LinkedIn, notre mot-clé phare, c'était prospection LinkedIn. Et on voulait vraiment que Google il comprenne Wallaxy égale prospection LinkedIn. Et après, on a monté, Wallaxy égale LinkedIn, carrément. C'était notre gros goal. Mais au début, vraiment, il faut que vous définissiez c'est quoi le mot-clé idéal que vous voulez. Il ne faut pas que vous partiez dans tous les sens. Ah, j'aimerais bien LinkedIn, mais j'aimerais bien aussi qu'ils considèrent les emails. Et ensuite, j'aimerais bien aussi qu'ils sachent que je peux aller chercher des numéros de téléphone. Au début, concentrez-vous sur un mot-clé qui soit atteignable, c'est-à-dire nous, Wallaxy, il y a la prospection LinkedIn, choisissez-le et vous vous concentrez à fond sur ça. Comment on fait pour faire une étude de mots-clés? Moi, je vais vous la faire de la manière la plus simple, c'est-à-dire pas besoin de compétences SEO, pas besoin d'en avoir fait 500 avant. Vous prenez un Google Sheet sur lequel vous faites 4 ou 5 colonnes. Donc, la première, mots-clés. Le volume, donc ce sera combien de fois ce mot-clé-là est recherché par mois. Je vous montrerai comment le trouver avec des outils juste après. Le pays dans lequel vous voulez vous positionner, choisissez une langue pour commencer. N'attaquez pas, bien sûr, 3 ou 4 langues d'un coup. D'abord, vous arrivez à vous référencer dans une langue, puis ensuite, vous la traduisez. Je vous montrerai aussi, vous allez regarder un peu l'aspect concurrence, c'est-à-dire, est-ce que ce mot-clé-là, il y a déjà beaucoup de sites qui sont positionnés sur ça. Et vous pouvez vous rajouter des petites colonnes comme combien de nombre de mots il faudrait que j'écrive pour espérer atteindre ce mot-clé-là. Au début, vous ne prenez pas la tête, vous mettez juste mots-clés, volume, concurrence, et ça suffira amplement pour une première version. Si, en faisant cette étude de mots-clés-là, vous en trouvez plusieurs dans plusieurs catégories, je vous conseille de catégoriser vos mots-clés en disant, OK, j'ai tous ces thèmes-là que j'aimerais aborder, vous les catégorisez et ensuite, vous en choisissez un. Par exemple, nous, c'était prospection. On a d'abord écrit uniquement sur prospection, mais ça nous a servi de recueillir un peu tous les mots-clés qu'on avait trouvés dans différents thèmes pour la suite, en fait, pour la suite de notre écriture et pour notre stratégie sur le long terme. Mais au début, vous ne vous prenez pas la tête. Mots-clés, volume, concurrence. Vous pouvez utiliser comme outil pour trouver le volume. Déjà pour trouver tout simplement qu'est-ce que les gens tapent, ce mot-clé-là, il est recherché combien de fois par mois. En payant, moi, il y a SEMrush et Ahrefs que j'apprécie particulièrement. En version gratuite, vous pouvez aller chercher Ubersuggest qui vous offre, je crois, un crédit de 10 recherches par jour en modèle freemium, donc qui vous suffira amplement pour démarrer. Et ensuite, il y a 2 outils que je vous conseille pour la suite. Ce sera YourTextGuru et 1.fr qui vous serviront à optimiser votre texte, c'est-à-dire comment faire en sorte que Google il comprenne bien le mot-clé sur lequel vous voulez vous placer. Donc là, vous avez votre étude de mots-clés, volume, concurrence. Vous avez vos outils. Et là, maintenant, vous voulez aller chercher, définir un peu vos sujets. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à un moment donné, j'avais une liste de mots-clés devant moi. Je savais à peu près lesquels je devais aller chercher parce qu'il y avait un peu plus de volume ici. Mais ce qui n'était pas clair dans ma tête, c'était « OK, mais je commence par écrire quoi ?» Donc, le bon réflexe à prendre, c'est vous pouvez identifier les sujets de vos concurrents. Ça peut être une première étape, c'est d'aller voir sur eux, ils écrivent sur quoi. Ils ont abordé quel angle d'attaque. Vous pouvez aussi aller sur un petit outil que j'aime bien qui s'appelle Answer the Public. Vous tapez un mot-clé et ça vous donne toutes les questions qui sont posées autour de ce sujet-là. Vous pouvez aussi utiliser un autre outil que j'ai nommé précédemment, Ahrefs, qui vous sort aussi toutes les questions sur lesquelles toutes les questions posées autour d'un mot-clé. Ensuite, vous prenez donc toutes ces questions que vous avez trouvées, vous avez votre étude de mots-clés. Et là, vous regardez plutôt, donc là, la petite capture d'écran que je vous ai fait, c'est avec l'outil SEMrush qui est un outil payant. Et il vous indique un peu l'indicateur de concurrence. Par exemple, quand ça va être 42, c'est qu'il va être un peu tendu à accéder à votre niveau. 19, c'est que franchement, il n'y a pas trop de monde, vous pouvez y aller. Ce que je vous conseille au début, c'est de plutôt vous concentrer sur les mots-clés qui sont abordables. Et plus vous arrivez à vous positionner, plus vous augmentez l'indice de concurrence, mais vous ne prenez pas trop la tête. Si vous voulez une petite alternative parce que vous n'avez pas le budget pour SEMrush,
Donc, vous utilisez Ubersuggest pour trouver le volume. Pour trouver la concurrence, vous tapez votre mot-clé entre guillemets dans Google. Ça vous donnera le nombre de résultats et ça vous donnera un indice de concurrence approximatif pour dire, OK, il y a à peu près 50 sites qui ciblent ce sujet-là. Donc, je sais que mon indicateur, il est à peu près de 50. S'il y a 100 000 sites et que vous venez de démarrer, c'est beaucoup trop élevé. S'il y a moins de 100 résultats, c'est plutôt abordable et vous pouvez y aller. Et ensuite, je vais laisser parler pour la partie 2. Super, ben, merci. Du coup, pour cette partie, on va voir ensemble comment établir un planning édito. Donc là, l'idée, c'est que voilà, vous avez vos mots-clés, vous savez à peu près comment aller chercher ces informations-là. Maintenant, on va essayer de s'organiser pour voir, déjà, si vous êtes seul ou si vous avez une équipe, comment est-ce que vous organisez tout ça. Déjà, première chose avant de commencer, ça va être d'essayer de comprendre comment est-ce que vous voulez parler à votre audience. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer à rédiger du contenu. Quel type de contenu ça va être? Donc, c'est-à-dire que si vous écrivez, je ne sais pas moi, des dirigeants du CAC 40, vous n'allez pas parler de la même façon que la façon dont on parle, nous, sur Wallaxy, à notre cible qui est plutôt dynamique. Ouais, on a un ton qui est plutôt ciblé sur l'humour, qui est plutôt ciblé sur l'autodérision et du coup, ça s'y prête bien et ça ne s'adapterait pas forcément à n'importe quel site. Complètement. Donc, en fait, déjà, définir un style avant de commencer à écrire vos premiers mots, ça doit être super important. Pareil, nous, on utilise beaucoup de GIF. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser? Est-ce que ça va être plutôt des visuels? Donc, déjà, essayer de savoir un petit peu le ton autour de vos articles. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de planifier sur moyen terme. Donc, ça va être sur les maximum 3 mois à venir et encore que c'est pas mal. Tout dépend ici, encore une fois, du nombre de personnes qui va écrire. Si vous êtes seul ou si vous êtes une équipe de 3, ça fait déjà beaucoup plus d'articles à planifier. Pourquoi on planifie pas sur du très long terme? Parce que ça va être cool aussi d'écrire sur des sujets, donc sur des tendances actuelles, donc de pouvoir rajouter un petit peu des articles comme ça auxquels vous n'aviez pas pensé. Ça nous arrive tout le temps. Moi, je passe ma vie à changer le planning édito. Ça nous arrive tout le temps parce que des fois, il y a une opportunité qui fait que vous pouvez vous placer. Par exemple, nous, il y a souvent des nouvelles fonctionnalités sur LinkedIn. Et du coup, soit on fait le choix de ne pas se laisser une marge de manœuvre. Du coup, on traite le sujet dans 6 mois, mais on sera à la ramasse. Soit on se dit, OK, on essaie de rester flexible et on arrive à en parler tout de suite et à laisser une petite place dans le planning pour ça. Je pense qu'il faut toujours laisser la place pour un imprévu et aller gratter une opportunité. Par contre, il faut quand même penser à planifier un minimum et à vous dire, OK, toutes les semaines, on écrit un article, 2 articles, 3 articles et à avancer un petit peu les sujets sur lesquels vous allez écrire, donc en fonction des mots-clés que vous avez trouvés déjà en avance. Et pour apprendre à bien répartir les tâches et à vous organiser, nous, on utilise Notion, ça marche super bien. On est une équipe de 4 rédacs maintenant. Et franchement, ça marche super bien pour juste planifier, OK, ça va être l'article, faire un brief de l'article. Même si vous êtes seul, en fait, finalement, parce que ça peut être super intéressant d'avoir juste en notion, avec le brief déjà en tête de ce que vous avez envie d'écrire à cette date-là. Et déjà, ça va vous enlever une charge de travail de dingue. Vous allez arriver le lundi pour commencer à écrire votre article. Et en fait, votre brief est déjà prêt. C'est un peu comme quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux. Finalement, vous les planifiez tout le temps. Vous écrivez à l'avance vos idées parce que vous ne voulez pas les perdre. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est de faire des rushs de brief. Et finalement, nous, ça marche super bien depuis, on a des articles d'avance, on s'organise. Et c'est surtout qu'on a réussi à garder un rythme régulier, contrairement à l'erreur qu'on faisait au début, c'est qu'on planifie un article, puis après, non, on n'a pas le temps cette semaine parce qu'il y a ça à faire. Et au final, notre courbe de trafic, elle suivait aussi cette courbe de non-régularité. Et là, au moins, on s'oblige à avoir un article par semaine. Bon, on est à beaucoup plus maintenant, on est plutôt à 3-4 articles par semaine, mais ça vous force à avoir une régularité en fait. Carrément, et puis il y a toujours un imprévu, et si vous n'avez pas planifié vos articles un peu en avance, 2-3 semaines en avance, vous perdez très rapidement en fait cette régularité-là. Dans quel ordre rédiger? On en a un petit peu parlé avant. Alors, moi, j'utilise Glue Maps. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout fait pour ça à la base. Et c'est gratuit, mais à la base, c'est vraiment fait pour organiser un site. Et moi, j'utilise ça pour organiser mes titres d'articles. Et franchement, ça marche bien. Donc, moi, je vous invite à tester si ça vous dit. Et donc,
par exemple, j'ai mon mot-clé, donc mon mot-clé principal ici qui est cold email. Et ensuite, j'identifie tous les mots-clés qui sont reliés, donc toutes les requêtes qui sont reliées et qui vont me permettre de faire de gros volumes, mais sur lesquels il va falloir que j'écrive beaucoup. Et ensuite, associé à ça, donc à chacun de ces thèmes, j'ai des plus petits articles. Et mon idée, là, c'est vraiment de partir sur « Ok, j'ai ce mot-clé, j'ai tous ces autres mots-clés associés qui ont de gros volumes. Et à cela, je vais associer des plus petits volumes qui vont me permettre d'écrire des plus petits articles. Et ça va aussi me permettre donc, de lier tous ces petits articles à mon grand guide. Nous, on appelle ça des guides ou des masterclass, quoi. Mais à mon grand guide qui a plus de volume. Donc là, ici, le but, ça va être de faire le lien entre tous ces articles autour du même sujet pour pouvoir avoir le maximum de mots-clés associés à ce thème, donc cold email. Puis ce qui est intéressant avec cette vision, c'est que donc, au début, moi, j'étais toute seule dans l'équipe. C'est ensuite qu'après, Élodie m'a rejoint. Et la vision d'Élodie, ce qu'elle m'a apporté aussi, c'est qu'au début, moi, j'étais toute seule. Donc, en fait, j'écrivais un peu, OK, il faut que j'écrive sur Cold Email, mais je n'avais pas cette vision 360 degrés en me disant, en fait, si je veux pouvoir me placer sur Cold Email, il faut que je fasse un plan de rédaction. Et un plan de rédaction, il faut que j'attaque comme ça. Donc, ça, c'est mon mot-clé Cold Email. Et là, j'ai mes 4 piliers, donc Cold Email Template, Cold Email Subject, etc. J'ai 4 piliers que je dois attaquer un par un et ensuite je dois relier tous ces sujets entre eux. Et en fait, honnêtement, ça vous facilite, votre vision, mais aussi votre charge mentale, que vous savez quoi écrire, vous savez comment vous devez l'écrire et par quel angle d'attaque vous devez le faire. Et vous n'êtes plus en mode brouillon. OK, j'écris sur Cold Email, mais je ne sais pas trop par quelle stratégie j'y vais. Juste, j'y vais. Ça marche bien en V1, mais je vous conseille quand même plus d'avoir un plan d'attaque comme ça. Complètement. En plus, au début, on faisait ça et finalement, on ne savait pas. Il y avait des sujets, on les avait déjà écrits. On ne savait plus si on les avait déjà écrits ou pas. On n'avait pas forcément tout noté. Là, au moins, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous avez écrit. À quelle étape vous en êtes au niveau de ce mot-clé-là. Et aussi, il y a autre chose, c'est que Google, il adore ça parce que là, vous associez tous vos articles ensemble sur le même sujet. Donc, il se dit, ah ouais, donc cette personne, elle s'est placée en tant qu'experte sur Cold Email et elle a fait donc ce guide qui est relié à cet article, qui est relié à celui-ci. Et en fait, ça apporte juste beaucoup plus de structure et pour le lecteur parce que vous allez pouvoir lui ajouter des liens vers d'autres articles et pour Google. Donc là, on est dans le thème. C'est plutôt que d'arriver à Google et dire hey, je m'y connais un petit peu sur Cold Email, je te saupoudre un petit peu du Cold Email par-ci, par-là. Là, vous arrivez avec une boîte. Hey, c'est moi l'expert. Et du coup, si vous êtes l'expert dans la tête de Google, entre gros guillemets, quand quelqu'un cherchera une recherche autour de Cold Email, il ira chercher dans ses boîtes et il se dira ok, c'est qui l'expert? C'est lui, hop, boum, je le recommande avant les autres. Et sur cet outil, donc, vous pouvez carrément, il y a un espace commentaire. Donc, dans l'espace commentaire, vous pouvez carrément ajouter le volume, le brief. Vous pouvez même ajouter le brief. Ouais. Et vous avez même un code couleur où vous pouvez directement mettre ceux qui sont faits, pas faits. Donc, vous avez en fait tout votre plan et vous savez directement en un clin d'œil ce qui a été fait, pas fait, où vous en êtes. Donc ça, c'est cool et ça va être encore plus cool quand votre équipe va se développer parce que vous allez être super fort et vous allez développer vos équipes. Et au moins, il y aura une trace en fait de tout ça, quoi. Ensuite, on reste sur le côté organisation. On a un planning éditorial qui est, ma foi, pas ouf à refaire. C'est facile à refaire si on vous est voulez encore refaire en V1 sur ça. Il est pratique. En fait, on ne s'est pas trop pris la tête. On a fait un Google Sheet avec c'est quoi la catégorie, qui c'est qui va l'écrire et c'est quoi le nombre de mots-clés. Et juste histoire de pouvoir dessus, je suis sûre qu'il y a 1 million de techniques d'ailleurs. S'il y en a qui ont des plannings qui sont beaucoup plus structurés, n'hésitez pas à nous donner des conseils parce que ça, c'est vraiment notre version 1. Après, il y a toutes les infos. Mais au moins, il y a toutes les infos qu'il faut et c'est pas prise de tête. Voilà, c'est vraiment pas prise de tête. Nous, on rajoute. Alors, ce qui va être important, c'est la date de planification. Si vous êtes plusieurs, si vous comptez être plusieurs un jour, organisez-vous pour avoir une date de planification, une date de rédac et un rédacteur. Voilà, vraiment classique. Le lien vers l'article, alors comme ça apparaît bête, mais avant, on ne mettait pas le lien, on écrivait juste le nom ou le titre. Et franchement, ça a été galère à un moment donné, surtout quand on avait jamais retrouver l'article que tu veux faire, tu veux le modifier, tu veux envoyer le lien à quelqu'un parce que tu viens de le faire. Bah ouais, t'as pas mis le lien, sauf que sur ton site, il y a 500 ou 600 articles avec LinkedIn dedans. Et puis, tu as changé le titre entre-temps parce que tu l'as réoptimisé. Donc, en fait, franchement, mettez le lien. Ça, c'est un truc qui se perd jamais.
et rajouter la requête cible parce qu'au moins, vous savez en un clin d'œil, je ne sais pas, pour X ou Y raison, vous avez oublié si vous avez déjà utilisé cette requête cible, vous faites une recherche et vous voyez que vous l'avez déjà. Comme ça, vous savez que vous avez déjà écrit sur prospection LinkedIn avec des fois plus spécifiques et vous ne refaites pas 3 fois le même article. C'est ce que ouais, est-ce qu'on a fait une ou deux fois? Est-ce que Google n'aime pas du tout et puis ensuite, la catégorie, nous, on l'a rajoutée parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs catégories. Comme elle disait Amandine, au début, vous allez avoir peut-être qu'une catégorie. Gardez-le quand même. Ça sert pour la suite. Pensez-y. Oui, voilà. Surtout quand vous allez avoir une stratégie comme nous, où finalement, on sait qu'on a X articles par mois sur cette catégorie, X par mois sur celle-ci. Au moins, ça vous permet en un clin d'œil de voir ce mois-ci, est-ce que j'ai assez d'articles sur cette catégorie? Oui, c'est bon. Sinon, on change le panier édito encore. et puis le volume, ça peut être sympa pour ensuite aller vérifier le nombre de personnes qui ont visité votre article ce mois-ci et puis comparer avec le volume assez rapidement. Ce que j'aime bien, moi, c'est avoir le volume dans mon planning édito. Ce que ça me permet aussi, c'est de me dire, OK, ce mois-ci, est-ce que je me suis concentrée uniquement sur des gros mots-clés? Et donc, est-ce que c'est un article qui va mettre plus de temps à se placer? Ou est-ce que je peux aussi aller chercher des articles avec moins de volume, mais du coup, moins de concurrence, qui vont me permettre d'aller générer du trafic plus rapidement? Donc, c'est vraiment une strat aussi à avoir. Ne vous concentrez pas que sur des énormes mots-clés. Allez aussi chercher les petits, parce que les petits, on les atteint vite. Et en fait, au final, 10 plus 10 plus 10, ça fait vite beaucoup de volume. Et oui, surtout au début, concentrez-vous sur des plus petits volumes et augmentez au fur et à mesure. Et quand vous verrez que vous serez assez confortable, pensez quand même à toujours aller chercher des petits volumes aussi pour avoir quelque chose d'assez dynamique finalement sur votre site. N'allez pas tout le temps que sur les gros volumes parce que ça prendra beaucoup plus de temps. Oui, puis en plus, on ne sait pas si un petit volume aujourd'hui ne va pas devenir gros dans les mois à venir. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné aussi une vague sur telle requête? Est-ce que Google ne va pas mettre aussi à jour ces volumes? Et en fait, il y a beaucoup plus de gens que ça qui cherchent ce mot-clé-là. Nous, ça nous est arrivé de bannir des volumes qui étaient à 0 parce que de toute façon, il n'y a personne qui cherche ça, donc pas besoin d'écrire. Et de regarder le mois suivant, en fait, il y a 1500 personnes sur ce mot-clé-là. Ok. Donc, ouais. Carrément. Et sur SEMrush, il y a aussi les tendances. Vous pouvez voir, des fois, il y a des pics de tendance sur un mot-clé. Et si vous voyez qu'il y a une tendance actuelle sur ce mot-clé-là, pourquoi pas se lancer, même s'il y a un petit volume, parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point ça peut... En fait, c'est comme si, finalement, on faisait un pari. Tu peux aussi checker avec Google Trends. Tu peux comparer plusieurs mots-clés. Tu peux comparer le mot-clé dans différentes appellations et voir s'il y a plus ou moins de recherches. Ça peut aussi être sympa si vous avez le temps de le faire, si vous avez envie de miser à fond sur un sujet. Ok, super. Ensuite, pour analyser les résultats de vos articles, ce que vous allez faire, premièrement, on n'analyse pas tout de suite. Si vous publiez un article aujourd'hui et que vous allez vérifier demain, vous allez être déçu, donc ne le faites pas. Le mieux, c'est d'aller vérifier à M+1 minimum. Déjà, au début, peut-être qu'il va vous falloir plus de temps. Parce que nous, aujourd'hui, on vérifie M+1, c'est un mois après. C'était peut-être comme... Mais voilà, quoi, je me dis. Parce que moi, quand je suis arrivée, forcément, je sais pas, j'avais pas trop M+1. Pour moi, c'était mon manager. Quoi. Mais ouais, c'est vrai. Donc, un mois plus tard. Voilà, un mois plus tard. Mais au début, attendez peut-être 2 mois, 2 mois et demi. En fait, ça va dépendre de nous. On est un site qui est là quand même depuis 1 an, on publie beaucoup de contenu, donc Google, entre guillemets, nous aime bien. Donc, il va indexer nos articles très rapidement. On écrit le lundi, le mardi, mercredi, on est déjà indexé, voire référencé. Quand tu démarres, il y a certains articles qui peuvent mettre des semaines, voire des mois à s'indexer. Donc, ne prenez pas peur. Vous pouvez aussi vous servir de l'analyse de résultats pour voir si votre article il a bien été vu par Google et si ce n'est pas le cas, faire des actions ensuite sur ça. Quoi. Et du coup, donc, vous pouvez aller vérifier. Donc là, c'est une capture d'écran de SEMrush. Vous pouvez aller vérifier la position de l'article. Vous pouvez aller vérifier le nombre de mots-clés organiques, c'est-à-dire le nombre de mots-clés sur lesquels vous êtes placé. Alors, des fois, vous cherchez à vous placer sur une requête et finalement, vous allez être placé sur 10-15 mots-clés. Parce que votre article est tellement riche, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que finalement, vous êtes aussi placé sur d'autres. Votre but, ça reste quand même d'être en top sur la requête que vous avez positionnée. Parce que si vous voyez que vous êtes en top sur d'autres mots-clés, c'est que peut-être il y a quelque chose dans votre article qui dit à Google, elle n'écrit pas d'abord à partir de ce sujet. Donc, imaginons que votre sujet, c'est les pantoufles en cuir. Et
Je ne sais pas pourquoi j'ai senti ça. C'est horrible. Donc, imaginons, vous voulez écrire sur les pantoufles en cuir et finalement, Google il vous dit que vous êtes placé en premier sur les cactus. Et là, peut-être que vous avez trop parlé de ce sujet-là dans votre article et vous devez revenir sur le sujet actuel. Peut-être que le message transmis à Google n'est pas le bon. S'il comprend cactus alors que vous voulez pantoufles, c'est qu'il faut revoir soit la structure de votre article, soit les mots que vous avez mis qui sont importants dedans, qu'on reverra par la suite. Donc, le nombre de mots-clés organiques, c'est cool, mais leur position aussi, ça vous permet un petit peu d'avoir un indicateur sur est-ce que vous avez bien parlé du bon sujet, est-ce que Google a compris. Ensuite, vous avez aussi le nombre de vues uniques. Donc, le nombre de personnes qui sont venues... Alors, unique, c'est-à-dire que c'est vraiment une seule personne qui est venue lire votre article. Parce que des fois, vous avez une personne qui vient 15 fois lire le même article. Elle adore les pantoufles en cuir. Et en fait, regardez bien les vues uniques. Ça vous donne vraiment un indicateur plus précis. Ensuite, vous avez le temps de lecture. Est-ce que les gens, finalement, au bout du deuxième titre, ils s'arrêtent de lire et ils s'en vont? Est-ce qu'il reste que quelques secondes? Est-ce qu'il reste pour tout l'article? Ça va être intéressant à savoir. Mais vous vous y fiez, mais tout dépend de ce que vous voulez en tirer, en fait. Si vous voulez que la personne lise l'intégralité de votre article, à ce moment-là, ça va être important pour vous que le temps de lecture soit long. Maintenant, si vous voulez répondre à l'intention de recherche le plus vite possible et que vous avez, dès le début, un lien pour aller acheter vos chaussures, vos pantoufles, et à ce moment-là, le temps de lecture ne doit pas forcément être très long parce qu'il clique sur le bouton. Et il part, ce que tu voulais. Donc, Voilà, exactement. Et ensuite, vous avez le taux de rebond, donc c'est-à-dire vous allez avoir des liens internes dans votre article et le taux de rebond va être en fait si les personnes vont cliquer sur ces liens-là, donc est-ce qu'elles vont se balader sur votre blog ou est-ce qu'elles ne vont pas se balader, elles vont directement partir. Et moi, ce que j'aimerais bien ajouter quand même, c'est que j'adore casser les idées reçues en SEO. C'est ce que j'adore. Et souvent, on dit, en fait, il faut forcément que le temps de mon article soit long. Il faut forcément que mon taux de rebond ne soit pas élevé. Et pas forcément, en fait, parce que ça va dépendre de l'intention que vous allez y mettre. Il y a des articles qui vont être volontairement. Moi, je veux que les gens restent pas longtemps. Je veux qu'ils cliquent sur le lien que j'ai mis en avant. Et il y a des articles où je vais vouloir qu'ils passent du temps. Et en fait, c'est pas... il y a une règle en SEO, c'est si ton taux de rebond il est trop haut, c'est vraiment tu t'es raté. Non, ça dépend de l'intention que tu avais derrière, donc gardez ça aussi en tête. Complètement. Vous pouvez aussi aller vérifier donc, si les positions ont augmenté ou pas. C'est aussi assez simple, vous allez sur... si vous voulez voir si vous êtes positionné dans un top sur Google, il vous suffit d'aller sur Google, donc d'aller sur un incognito mode là, et de taper votre requête. Et là, vous voyez directement si vous êtes dans le top ou vous continuez à tourner les pages pour voir où vous êtes exactement. Donc ça peut aussi, si vous n'avez pas tout de suite SEMrush ou si vous n'avez pas tout de suite un outil qui vous aide à avoir toutes ces infos-là, ça peut aussi être un indicateur pour vous aider à un petit peu vous positionner. N'oubliez pas le mode de navigation privée, parce que sinon, après on se dit « Oh waouh, je suis top 1 !» non. Non. Et sinon, en alternative gratuite aussi, vous avez Google Search Console qui vous donne une première aperçu de vos positions et vous pouvez aussi analyser une URL précise. Par exemple, dire là, je vais regarder mon article sur logo LinkedIn, je ne le vois toujours pas après 3 semaines. Et Google va vous donner un peu plus d'infos. Il va dire en fait, je ne l'ai pas vue ta page, donc je ne sais pas qu'elle existe, donc oui, je ne l'ai pas référencée. Ou il va dire elle est référencée, mais elle est perdue au loin parce que c'était pas vraiment ce qu'il voulait pas. Oui, parce que des fois, on ne sait pas, mais notre page n'a pas été référencée, vu que c'est Google qui décide. Même nous, des fois, on a eu ce cas, mais on a eu des articles qui ont 2-3 semaines, alors d'habitude, c'est beaucoup plus rapide. Donc, n'hésitez pas à aller checker, c'est gratuit, c'est pas trop compliqué à utiliser, et au moins, c'est un peu mon moyen de communication de Google, de vous dire, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème, ça se passe bien ou quoi. Donc, utilisez sans modération le Google Search Console. Et du coup, pour finir sur SEMrush, vous avez aussi le pourcentage de trafic. Ça vous permet de savoir en fait tout simplement quels articles sur votre blog marchent le mieux en termes de trafic. Donc, c'est-à-dire que nous, on a le logo LinkedIn qui est l'article qui nous rapporte 32,16% de trafic, c'est énorme. Voilà, donc ça vous permet aussi de voir quels articles fonctionnent le mieux. Et ça va être trop cool aussi pour que vous puissiez aller regarder cet article-là, voir la structure que vous avez faite sur cet article. Bien sûr, c'est associé au volume et au positionnement, mais si cet article il marche très bien, pourquoi il marche bien? Et aller voir un article qui marche beaucoup moins bien et pourquoi il marche moins bien. Et peut-être essayer comme ça de faire un peu une règle ou un récap de OK, ça marche pas pour ma cible. Carrément.
je nuance juste un petit peu. Des fois, SEMrush, enfin, partez du principe, si vous utilisez SEMrush, qui va vous donner des données approximatives parce qu'il est un petit peu à la ramasse sur à quel point il capte le trafic. Par exemple, pour nous, il nous dit qu'on n'a que 50 000 de trafic organique par mois. Sauf que sur Google Analytics, on en a à peu près, par exemple, là, ce mois-ci, on a 130 000. Donc, en fait, oui, tu vas avoir 32% de ton trafic qui est généré par logo LinkedIn, mais c'est d'après ce qu'il arrive à capter. Donc, c'est plutôt pour te donner un ordre d'idée de ce qui se passe dans la répartition de ton trafic. Mais ce n'est pas des données ultra précises si vous voulez faire des rapports. Ouais. Et tu as une idée s'ils veulent des données plus précises, comment ils peuvent moi, je conseillerais Google Analytics. Il y a aussi pas mal d'alternatives à Google Analytics dont je ne connais plus les noms. Parce que c'est mon sujet de cette semaine, trouver une alternative à Google Analytics. Si vous avez des alternatives à Google Analytics, écrivez-moi des cas. Mais en tout cas, pour commencer, ça reste gratuit, ça reste accessible, pas trop compliqué à comprendre. Et tu as des premières données sur ce qui se passe sur ton site, combien tu as de visiteurs par jour, combien sont via le SEO, via le SEA, via un lien qu'on a fait vers toi. Ça retient pas mal. Parfait. Pour analyser les résultats, toujours, moi, ce que je fais, encore une fois, très simple et très moche, je vérifie les positions un mois avant, un mois après, mon mot-clé, voir la tendance, donc plus ou moins, je vois si j'ai perdu des positions ou si j'en ai gagné. Si j'en ai perdu, je vais aller voir directement s'il y a eu des concurrents qui se sont placés sur ces mots-clés-là, que je n'ai pas vu avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 10 positions-là, par exemple, si on prend le premier, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 positions-là? Et ensuite, quelles sont là les améliorations que je peux faire? Donc, si je vois par exemple qu'il y a un concurrent qui a fait un article beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé, alors on va faire un article encore plus long et encore plus détaillé. Donc, on va reprendre ce même article et on va le mettre à jour. Google, il adore qu'on mette à jour nos articles, donc ça tombe bien. Et ensuite, si je gagne en position, pareil, je vais aller voir pourquoi je gagne en position et qu'est-ce qui fait que cet article-là, il marche bien. Voilà. C'est peut-être pas mal aussi de faire une checklist quand tu remarques que ça marche bien. Donc, c'est ce qu'on avait fait à un moment donné. Nous, on a une. On remarquait que notre article avait bien fonctionné après optimisation. Et on notait les optimisations qu'on avait fait sur cet article-là pour se dire, OK, celui-là, on lui a appliqué cette recette magique, entre guillemets, et ça l'a fait augmenter. Du coup, on gardait ça sous le coude. Et pour le jour où on avait un article qui ne marchait pas, et on essayait d'appliquer ces optimisations qu'on avait notées et voir si ça s'appliquait aussi en termes de progression. Et on arrive à trouver à bout d'un moment une petite recette qui fait que, OK, toi, tu stagnes, hop là, un petit coup de polish et ça repart. Et ça marche super bien. Ça marche bien. Sur tous nos articles, on réoptimise. Donc, ça peut aussi être un vrai élan d'amélioration pour la phase numéro 2 après. Voilà. Alors, partie 3, écrire pour Google et mon audience. Je ne me souviens plus du tout de ce qu'il y a dans cette partie 3. Dans cette partie 3, on va focus l'intention de recherche. Parce que c'est cool d'écrire pour Google, c'est encore mieux d'écrire pour les gens et de savoir ce qu'ils veulent. Voilà. Là, en fait, pour ceux qui s'attendaient à un live très structuré et très... parce que je sais que la semaine dernière, j'ai fait la SEO Garden Party et c'était beaucoup plus structuré. C'était une communauté d'experts SEO, donc c'était beaucoup plus carré. Ici, là, on est plus sur... On prend un café ensemble. Vous assistez un peu à ce qui se passe tous les lundis quand on se fait un brainstorming et qu'on se dit « notre article, là, il a marché. Ouais, pas trop. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié ça ?» Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un truc où on ne se prend pas trop la tête et pas... on ne se prend pas la tête, quoi. Juste, on parle ensemble, on essaie de vous apporter nos tips. Donc, ce qui fait que parfois, on arrive, on se dit, de quoi on voulait parler là? Ah oui, c'est vrai. Mais en attendant, on a une super présentation. Ça, c'est un petit truc en plus. Notre diapo, il n'est pas si moche. Hein. Non, il est plutôt beau. Ouais, j'aime beaucoup. Moi aussi. Donc, on disait, on était à trouver le squelette. Donc, par le squelette, on entend les titres que vous allez mettre. Donc, vous avez le titre principal, mais vous en avez d'autres aussi. Et on va découvrir comment on les trouve. Comment structurer ce fameux article et voilà. Comment par quoi moi, j'étais devant une page blanche. Hein, franchement, le premier article que j'ai voulu écrire, j'avais même pas ma page. J'étais là, OK, mais du coup, je fais quoi? Je mets mes titres où? Est-ce que je dois mettre plusieurs titres? J'étais un peu perdue. Donc, Puis voilà, là, on part de la stratégie, le planning éditorial. Maintenant, on est sur l'article et on va aller de façon de plus en plus précise sur les titres. Alors, pour organiser mes titres, déjà, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et c'est quoi les fameuses balises HN? Parce que ça peut être un terme considéré comme technique, dans le sens, on peut juste appeler ça un titre, mais on peut aussi appeler ça une balise HN, donc une balise pour structurer. Voilà.
Balise HN, titre, ne vous laissez pas embrouiller, c'est la même chose. Ça va vous servir à structurer l'article et ça vous servir à faire comprendre à Google que vous parlez bien de cette requête-là, mais aussi de renforcer la compréhension de l'article pour l'audience. Donc là, ici, on va être un peu dans un mix-max de « Ok, je dois faire plaisir à Google, mais je dois aussi faire en sorte que les gens comprennent bien de quoi je parle. » C'est un peu le plan d'attaque. Oui. C'est genre, en gros, les titres sont là pour faire votre plan d'attaque. Alors, je veux me placer sur Cold Email. Voici mon plan, on y va. Et ce message, on l'envoie autant à Google qu'aux gens qui vont lire cet article. Complètement. Et moi, j'ai un outil qui est gratuit qui s'appelle Web Developer. Vous allez sur cet outil, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et une fois que vous avez fait vos titres, même juste vos titres sans même faire votre article, vous prévisualisez, vous allez sur cet outil, donc qui est une extension Chrome, vous cliquez sur View Document. J'arrive pas du tout à faire l'accent aujourd'hui. Outline. Et ici, vous pouvez voir si vos titres sont bien positionnés. Qu'est-ce que j'entends par bien positionnés? C'est-à-dire qu'il y a un H1, il y a H2, H3. Est-ce qu'ils suivent une suite logique? Exactement. Ou est-ce que vous avez des structures? En fait, il y a juste une bonne pratique, il n'y a que un seul H1 dans un titre, dans un article, pardon, et vos titres doivent se suivre logiquement. Vous ne pouvez pas faire H1, H4, H3, H6, enfin, c'est pas possible. Ça sera autant déstructuré pour vous que visuellement, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui, au début, pensent que les HN, c'est aussi pour l'aspect graphique, parce que de base, ils sont associés à des tailles. Tu vois, le H1 va être plus gros, le H2 va être plus petit, le H3 va être... Du coup, il y en a qui s'en servent en termes de charte graphique. Donc, ce n'est pas le but ici. Et le but, c'est de respecter cette fameuse logique, autant pour Google que pour les gens. Exactement. Donc, en fait, le but, ça va être... en structurant vos articles, de vous assurer que vous n'avez pas un H2, puis un H3, puis un H5, par exemple. Voilà, il faut toujours suivre une suite logique. On va voir ensuite quelle est la meilleure façon de le faire. Mais en tout cas, vous pouvez prendre cet outil et directement le télécharger. Ça vous permet déjà de voir si vous avez suivi cette suite logique. Si vous ne l'avez pas fait, il va vous mettre vos petits H en orange et il va vous dire qu'il y a un problème. Donc ça, quand vous débutez, c'est juste trop bien parce que souvent on oublie, on écrit, on est dans le flow et finalement on oublie la structure. Donc voilà, c'est juste un petit outil qui peut vous aider. Ensuite, pour trouver vos idées de balises HN, il y a plusieurs outils, donc des outils payants, des outils gratuits. Et moi déjà, ce que je vous incite à faire, c'est une fois que vous avez votre requête, donc vous voulez aller sur le mot-clé cold email par exemple ou prospection, vous tapez votre mot-clé dans la barre de recherche et vous regardez les recherches associées. Et là, dans les recherches associées... Les recherches associées sont tout en bas de la page sur Google. Et c'est Google en fait qui vous dit bah oui, mais les gens qui ont recherché ça, ils ont aussi recherché ça. Et là, ça peut vous permettre d'avoir gratuitement accès à des titres, des H2, des H3. Ensuite, vous avez SEMrush forcément qui vient vous donner des informations sur, une fois que vous tapez dans la barre de recherche, votre requête qui vous donne d'autres recherches associées plus longues que vous pouvez transformer en titre. Et je crois que pour les budgets, en tout cas, si vous avez un petit budget un peu limité, il y a 1.fr, donc on en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est après. Ah, c'est après, incroyable. Et du coup, pour les petits budgets, vous avez 1.fr. C'est pas très fort. Vous avez 1.fr et là, il vous dit carrément, il vous donne idée d'article, je crois que c'est quoi? Idée de question. Idée de question, oui, c'est ça, idée de question. Et vous tapez votre requête et là, il vous dit, ok, si c'est ça, votre article, alors peut-être que tu peux poser cette question ou celle-ci. Les petits bonhommes en orange, c'est le nombre de personnes qui posent des questions. Bon, c'est écrit de toute façon, mais en bleu, vous avez le nombre de sites qui publient les réponses. C'est plutôt l'indice de concurrence. Voilà, c'est plutôt l'indice de concurrence. Et généralement, même si vous avez une moitié de petits bonhommes orange, mais que vous n'avez pas très peu de concurrence, je pense que c'est mieux d'y aller plutôt que si vous avez énormément de concurrence et beaucoup de bonhommes, surtout quand vous commencez. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Des fois, plutôt que d'aller chercher du gros volume où il y aura forcément beaucoup de monde, commencez par plus petit et vous arriverez à avoir des résultats plus rapidement. Et du coup, pour la capture d'écran juste du dessus, c'est l'outil que je vous parlais tout à l'heure qui est Answer the Public,
qui vous forme. En gros, vous tapez le mot-clé sur lequel vous voulez des questions et ça vous fera un petit schéma avec plein de questions qui commencent par différents. Ça va commencer par comment, par pourquoi, par quel, et ça vous pourra vous débloquer des fois dans la rédaction aussi. Voilà, alors ça c'est gratuit. Par contre, il y a une version payante, mais si vous voulez utiliser la version gratuite, faites attention, il n'y a que 2 recherches par jour, me semble-t-il. Et vérifiez bien la langue avant de cliquer sur recherche. Parce que la langue par défaut, c'est anglais d'Angleterre. Si vous ne mettez pas France et que vous tapez sur recherche, j'avais déjà cramé une de vos recherches de la journée, donc ça peut être un peu chiant. Voilà. Donc, du coup, là, vous avez 4 outils qui peuvent vraiment vous aider à aller chercher des titres. Sinon, vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce que les concurrents ont fait, qu'est-ce que les top 1 ont fait, quels sont les titres qu'ils ont utilisés. Ça, c'est un peu le truc quand on n'utilise pas d'outils payants et qu'on a envie de faire des bons articles, aller voir ce que les tops ils ont fait et comment ils ont structuré leurs articles. Alors, je ne dis pas de reprendre et de copier-coller, pas du tout. Je dis juste de regarder ce qu'ils ont fait et de faire mieux. Mais en fait, ils sont en position 1, enfin, dans le top 3, je vais plutôt considérer ça comme ça, c'est que ils ont quand même bien répondu à ce que les gens voulaient, et ils ont répondu autant aussi à ce que Google voulait. Donc, ça peut être cool d'aller voir comment ils ont structuré leurs titres et peut-être quels titres ils auraient oubliés pour se démarquer, quoi. Ouais. On peut aussi décider d'aborder un sujet sur un différent angle d'attaque pour se dire, OK, je vais me démarquer de ceux qui sont déjà en position de 1 à 5 et je vais apporter ma patte pour essayer de me placer, quoi. Ok, parfait. Du coup, comment les inclure dans mon titre? Je ne sais pas de quoi on parlait quand on a dit les inclure. Je crois qu'on parlait des balises HTML. Ah, ok, d'accord. Alors, nous, on utilise WordPress, donc c'est assez simple. Vous avez les titres, titre 2, titre 3, titre 4. Ça doit être pareil à peu près ça doit être pareil sur tous les... Ouais, dans tous les cas, dans tous les cas, il y aura toujours une structure de titre. Oui, ce sera toujours identifié de toute façon. Alors, comment ça marche? Vous avez le H1, ça va être votre titre principal et c'est tout le temps votre titre principal et c'est tout. Il ne faut pas mettre de H1 partout dans votre article. Les H2, ce sont les titres les plus importants. Donc, c'est-à-dire, pour moi, ça va être surtout ceux qui ont le plus de volume que vous allez pouvoir mettre en avant pour dire à Google, regarde, je me positionne sur ces mots-clés-là, essaye de me faire passer devant les autres. Voilà. On a un petit bruit de travaux qui vient de un peu de texture. On en ajoute un peu de contexte, mais en fait, on est en train de refaire la déco de nos bureaux. Donc là, c'est une avant-première. Parce que ça, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Malaxy, donc on est en start-up, on est sans levée de fonds. Donc pendant plus de 1 an et demi, on était vraiment en mode camping, c'est-à-dire 2 tréteaux, une planche, ça fait un bureau. Voilà. Et au bout d'un moment, on s'est dit, OK, on va se faire plaisir, on va se faire un peu de déco. Et donc, on a les aléas des travaux. Donc, depuis tout à l'heure, moi, j'essaie de me concentrer, mais j'ai souvent des ouvriers qui passent comme ça avec des objets, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, on pourrait noter notre capacité de concentration pour ce webinaire. Je pense que c'est pas mal. Elle est pas mal. Ouais, surtout du coup, on a débuté. Du coup, ce que je vous disais, H1, titre principal. H2, donc ça va être vos plus gros volumes et ce que vous voulez vraiment mettre en avant pour dire à Google, voilà, c'est de ça que je parle. Mettre votre requête dans vos H2, ça va être hyper important pour continuer de dire à Google tout le long de votre article, OK, n'oublie pas, c'est de ça que je parle. Et ensuite, les H3 et plus, ça va vraiment être, donc H3, H4, H5, ça va être pour aérer. Et vraiment ici, j'insiste, c'est pas des gros mots, les H3, H4, H5, c'est bien en fait. Nous, on avait deux rédactrices qui sont arrivées et qu'on a formé, on leur a fait un petit questionnaire. D'après vous, qu'est-ce qui est le meilleur article, la meilleure structure d'article? Et elle disait, non, il ne faut pas mettre de H4, H5 parce qu'elles avaient l'impression que ça faisait... Ça allait trop loin. C'était trop... On se segmentait trop parce que souvent, les H3, H4 viennent faire des sous-parties dans le H2. Ouais. Ça sert aussi à ça. Et du coup, elles avaient l'impression qu'on approfondissait trop et qu'on partait trop loin dans la structure de l'article. Alors que carrément, surtout si vous avez des articles longs, aérer au maximum, sauter les lignes, mettez des H3, mettez des H4 et ça va vraiment aider le lecteur à, entre guillemets, digérer tous les mots que vous allez lui donner. Voilà.
Ensuite, on va parler du maillage interne, donc c'est-à-dire les liens internes que vous allez mettre dans vos articles pour aider à la fois Google à comprendre que vous avez tous ces autres articles-là qui sont reliés à celui-ci et pour aider le lecteur à aller chercher plus d'informations. Donc là, pareil, on reste dans le thème, on fait des articles qui sont bien et pour Google et pour les gens. Donc, ça va être super intéressant pour l'organisation. Et désolée, il y a les personnes de chantier qui sont très présentes. alors quand on dit qu'ils sont très présentes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une vitre qui nous sépare et je ne sais pas ce qu'ils font avec cette vitre. Mais je pense qu'à tout moment, on n'a plus de mur autour de nous aussi. On se sent un peu pointé du doigt, quoi. Mais ça se passe, on en est sur les liens. Ok, ouais, exactement. Donc, du coup... Ce qui peut être super intéressant, ça va être dès le début, dans votre intro ou dans votre premier H2, de mettre un lien vers un autre de vos articles. Déjà, ça fait plaisir à Google parce que vous lui dites, regarde, j'ai déjà des informations en plus à rajouter au lecteur. Et ensuite, vous allez continuer à utiliser ce maillage interne tout au long de votre article. Donc, nous, on essaye de faire à peu près un lien par H2. Bien sûr, si vous allez jusqu'au H5, il en faudra plus. Mais tout dépend de la taille de l'article. On dit à 1000 mots, il faut à peu près 6 liens, sachant que maintenant, on fait des articles de minimum 2000 mots, donc on met minimum 12 liens. Et au plus vous allez écrire d'articles, au plus vous allez avoir d'idées, de liens à rajouter. Ah ben tiens, là, j'ai déjà parlé de ça. Là, tiens, j'ai déjà un article sur ça que j'ai fait la semaine dernière. Au début, vous inquiétez pas, c'est pas grave, parce qu'au début, vous n'allez pas avoir de liens internes, parce que vous n'allez pas avoir d'autres articles. Ça viendra par la suite. Et vous pourrez repasser sur vos anciens articles pour dire justement, ça y est, j'ai enfin écrit sur un sujet. Et si vous avez fait ce fameux plan qu'on vous a montré tout à l'heure pour attaquer un mot-clé, vous saurez d'avance que vous devriez relier après les articles entre eux. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les liens internes, c'est que, il y a aussi, je vais casser un peu une idée reçue aussi de SEO. C'est que, donc, on dit, ouais, les liens internes, il en faut, c'est nécessaire pour le référencement, c'est vrai. Ce qui est cool, c'est de faire des liens internes qui ont du sens, c'est-à-dire que je vais pas faire un lien vers un autre article de mon site juste pour faire un lien, en fait. Je vais faire ce lien vers cet autre article parce que je pense que ça peut apporter une valeur en plus à mon lecteur. Par exemple, là, je suis en train de lui parler de comment utiliser mon profil LinkedIn et j'ai un lien sur la photo de profil parfaite pour un profil LinkedIn. Là, je vais le mettre. Mais je ne vais pas mettre vers un autre de mes sujets. Genre, je suis en train de parler du profil LinkedIn et là, je lui mets un lien vers ça sert à quoi d'avoir un site internet. Pour moi, il n'y a aucun sens. Ok, ça sera bon pour le SEO et encore pas tant parce que ce ne sera pas une super expérience pour l'utilisateur. Donc, choisissez vos liens bien, genre choisissez-les proprement. Et si vous faites des liens, faites-les parce qu'ils ont du sens et parce qu'il y a un but derrière aussi. Et de toute façon, je pense que ce problème ne peut pas vous arriver si vous organisez bien votre mot-clé et ensuite tous les articles qui vont suivre parce que vous allez commencer par un mot-clé et vous allez écrire que sur ce sujet-là. Donc, en fait, ça va être trop bien pour démarrer parce que chacun de vos articles que vous allez faire la semaine d'après, vous allez pouvoir directement le relier à celui de la semaine d'avant et ainsi de suite et pouvoir ajouter des liens au fur et à mesure. Donc, ça va être super pour votre stratégie de maillage interne parce qu'elle va être optimisée très rapidement et très facilement finalement. Aussi les autres avantages, l'expérience utilisateur, on en a parlé, de ne pas mettre de liens qui ne servent à rien et ça augmentera forcément le temps sur le site parce qu'ils vont aller checker un petit peu ce que vous avez fait ailleurs. Pour les liens, alors vous pouvez mettre ce qui marche bien, donc ça va être de mettre la requête. Par exemple, là, sur l'exemple, vous avez Profile Picture. Peut-être la requête de cet article, c'était Profile Picture et du coup, c'est carrément lié à la requête que vous avez sur cet article. Donc, ça dit à Google, regarde là, je fais un lien interne vers un article qui parle exactement de ça. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, vous pouvez aussi varier un petit peu et mettre... c'est bien en fait même pour Google de voir que vous avez varié, que vous mettez ici retrouver cet article par exemple. En fait c'est même cool pour la personne qui est en train de le lire, c'est qu'à un moment donné sur tous les sites on dit toujours ici, on dit beaucoup ici, cet article, ce lien, ce truc, peut-être que c'est cool de dire, moi j'aime bien dire, on a détaillé un peu plus ici, dans cet article-là, vous voulez en savoir plus, on a écrit un guide sur le sujet, de penser à la personne qui est en train de le lire en fait et si vous avez envie qu'elle clique, mettez-vous à sa place quoi. Donc dans le même article de mettre plusieurs façons différentes d'amener vers un lien, ça peut être plus agréable. Ne pas mettre
les liens que sur ici. Oui, voilà, Sinon, vous allez exactement. avoir un article ici. À un moment donné, Ouais. c'est Exactement. pas Ça, hyper c'est un peu agréable, quoi. Et redondant, ça fait un peu rire aussi. Vous pouvez mettre ici, là. Je fais une petite track Maps, tu vois, un petit trajet Maps. Suivez la flèche. Suivez la flèche. À tenter. On rigole, mais on va le faire. Hein. En général, quand on rigole, c'est qu'on va le faire. Voilà, ben super. Ensuite, c'est les mots-clés en gras. Ma partie préférée, c'est le gras. Donc ici, les bonnes pratiques du gras. C'est super important en fait de pouvoir mettre vos mots-clés, certains de vos mots-clés en gras dans votre article. Parce que vous dites à Google, ben, regarde tous ces mots-clés là qui font partie du champ lexical de ma requête. Je les mets en gras pour te rappeler que je suis en train de parler de cette requête et donc que je fais un très bon article sur le sujet. Donc en fait, les mots-clés en gras, c'est surtout pour Google. Voilà. L'idée, c'est de ne pas surligner une phrase entière dans le texte parce que la phrase, elle était importante pour l'utilisateur, on s'en fiche un peu. Là, pour le coup, c'est vraiment Google. Il y a un code promo moins 25% sur votre site. Et ok, c'est important sûrement pour vous. Pour Google, vous lui envoyez pas une bonne info du tout. De savoir que c'est votre semaine chinoise et que vous allez faire une super... non, on s'en fout. À la limite, si vous voulez, nous, on utilise les emojis. Si vous voulez mettre... Ouais, on a utilisé les couleurs à un moment donné. Si vous voulez mettre quelque chose en avant et que vous utilisez des emojis parce que ça fait partie de votre ligne éditoriale, ben, vous pouvez les mettre entre deux emojis, ça se voit déjà un peu plus. Ou alors, carrément, vous utilisez une couleur. Par contre, faire attention, ce n'est pas une couleur qui est très proche de la couleur de vos liens, parce que sinon, ils vont vouloir cliquer dessus, mais ça va pas marcher. On avait mis les phrases importantes en bleu pour que ça respecte un peu les couleurs qu'il y avait sur notre site, sauf qu'en fait, visuellement, on avait l'impression que c'était un lien sur lequel on pouvait cliquer, donc on se faisait avoir nous-mêmes aussi. On essayait de cliquer, on était là, ah bah non, ça marche pas comme ça. Du coup, ne faites pas ça. Voilà, évitez quoi. Et évitez aussi les roses flashy, parce que normalement, on avait un rose flashy, ça tuait les yeux. Quoi. Donc, évitez les trucs trop flashy, désagréables. Finalement, après, moi, je pense ce que j'aime bien, c'est si vraiment je veux passer une information importante dans un article, soit je me dis, je vais faire une image qui va être cliquable. Ouais, ça peut être super sympa. Si vraiment c'est une info qui est cool pour mon site, sur cette semaine, je fais moins 20% partout. Je vais plutôt faire une petite bannière dans mon article sur laquelle il pourra cliquer et ça le redirigera vers la promo plutôt que de faire un petit arc-en-ciel de couleurs, c'est toujours joli, mais ça fait un peu mal. Ouais. Et puis voilà, c'est tout pour le gras. Vous pouvez utiliser un.fr. Ouais, j'ai oublié en fait, ce pourquoi on voulait rebondir sur ça, c'est parce que 1.fr, quand vous l'utilisez, il vous donne une liste de mots à intégrer dans le texte pour que Google comprenne bien de quoi on parle. En gros, 1.fr, il vous mâche un peu le travail. Il vous dit, écoute, tu veux que Google il comprenne que tu es en train de parler de la prospection LinkedIn, mets ces mots-clés-là dans ton texte, comme tu veux, tu te débrouilles, tu les mets. De base, nous, ce qu'on s'est dit, pourquoi, si ces mots-clés-là, ils sont importants, pourquoi on ne les double pas l'importance en les mettant en gras. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on a développé un petit outil en interne pour que ça se fasse automatiquement parce qu'on est des gros flemmards. Mais en gros, on a vraiment vu la différence entre déjà un article qui n'est pas optimisé avec un .fr, un article qui est optimisé avec un .fr et un article qui est optimisé avec un .fr plus du gras sur les mots-clés donnés par l'outil. Ça nous a fait une grosse différence. Je crois que sur un article, il y en avait un qui stagnait en page 3. En moins de 2 jours, il est passé page 1 et maintenant, c'est un réflexe automatique. Et là, on a publié un article, c'était quoi la semaine dernière et il est déjà en top 5. Donc, bref, ça va très, très vite. Quoi. Et du coup, alors, la technique, ça va être d'utiliser un .fr, d'aller charger votre texte pour voir s'il est bien optimisé ou pas. Il vous donne un pourcentage d'optimisation. Au plus vous arrivez sur 100%, au mieux vous êtes. Vous pouvez aussi aller checker le pourcentage de vos concurrents, aller carrément copier-coller leur texte et voir le pourcentage d'optimisation qu'ils ont pour voir si vous devez... À combien, c'est quoi votre objectif si vous voulez espérer le dépasser entre guillemets. Exactement. Et du coup, ensuite, vous chargez votre texte, il vous dit le pourcentage, il vous donne les mots-clés que vous avez déjà dans votre texte, ceux-là, vous pouvez les mettre en gras, et il vous donne une liste infinie de mots-clés que vous pouvez rajouter dans votre texte pour augmenter ce score. Ne les rajoutez pas tous. Voilà. Ça allait y venir. Mais du coup, vous avez une liste pour pouvoir vraiment augmenter ce pourcentage. Ensuite, par contre, si vous n'avez pas un .fr et que vous ne voulez pas l'utiliser,
vous allez regarder les mots-clés qui sont autour, qui sont vraiment autour de votre sujet. Par exemple, là, notre sujet, c'était prospection. Vous voyez, on en a mis en gras prospect, prospecting. Donc, on a vraiment essayé de chercher Voilà. Donc, on a vraiment essayé de chercher les sujets où on se dit « Ah, ça, c'est dans le champ lexical de ma requête. » Maintenant, vous utilisez un .fr et vous voulez augmenter votre pourcentage. Évitez, et dans tous les cas, d'ailleurs, évitez de mettre du gras partout. C'est super important. Vous allez devoir parsemer un petit peu du gras dans chacun de vos sous-titres. Donc, nous, on dit ça ferait un gras pour 100 mots, mais on n'utilise pas vraiment. Mais c'est vraiment à l'œil. C'était un peu... c'est au début, si vous n'avez pas encore l'œil pour aérer, dites-vous un mot-clé en gras tous les 100 mots et après, vous allez prendre le réflexe de tout ça. Dites-vous que c'est un peu comme si vous aviez un robot qui passait sur vos articles et dès que c'est gras, c'est un peu plus difficile pour lui de passer dessus. Donc, du coup, il faut lui donner un petit peu de gras de temps en temps, mais si vous en mettez trop, c'est comme si vous mettez trop de liens internes collés, en fait. C'est trop lourd, en fait. Trop suroptimisé. Google, il va aussi vous dire « Hey, mais t'es en train d'abuser. Voilà, En fait, je comprends que ton mot, il est important, mais là... t'en fais trop. Et quand Google, on en fait trop, c'est comme quand on n'en fait pas assez, on se fait redescendre. Il n'hésite pas à vous redescendre. C'est vraiment ça. Donc, faire attention à la suroptimisation aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à quel point on optimise son article. Il faut penser aux gens. Donc, non, vous n'allez pas prendre une liste de mots-clés et les mettre les uns après sans faire de phrases. Vous n'allez pas me faire un article rempli de gras. Pensez aux gens et pensez aussi au fait que faut que ce soit optimisé, oui, mais il ne faut pas que ce soit dans l'abus. Parce que Google n'est pas très content et il n'est pas tendre quand il fait une petite pénalité. Donc, voilà, pensez-y, essayez de mettre un mot-clé en gras tous les 100 mots à peu près. Et pareil pour les liens internes. Donc, par exemple, vous avez un H2, vous mettez un lien interne jusqu'à votre prochain. Ça semble pas mal pour démarrer, au moins une chance, vous verrez, ça viendra tout seul. Pour à peu près 1000 mots, 10 liens internes, c'est bien. Ouais. À peu près. Ouais. Maximum. Ouais. Après, ça me semble après ça peut faire vite trop, quoi. Yoast. Pour ceux qui sont sur WordPress, du coup. Ouais, là, pour les autres, restez quand même parce qu'on est sympa, mais ça va va penser à être... vous, là. C'est vrai que nous, on utilise beaucoup WordPress. On n'a pas trop précisé pourquoi. Le choix de WordPress, c'est parce que c'est accessible dans le sens où on peut l'optimiser un peu comme à sa façon. Il est accessible pour, par exemple, on a recruté des personnes qui rédigent chez nous, qui sont parties de la team rédaction, qui avant n'avaient pas trop utilisé des outils comme WordPress. Ça reste un outil qui est facile à prendre en main. Si vous débutez, il y a des templates de sites qui sont quand même faisables rapidement. Et c'est surtout que vous avez... En fait, WordPress a une grosse communauté. Donc, si vous avez un problème... 90% de chances pour que quelqu'un ait déjà eu ce problème. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé des plugins comme Yoast SEO qui vont venir vous aider, vous faciliter la tâche. Donc, c'est pas mal quand on débute. Il y a énormément de plugins. Je crois que c'est même l'outil qui a le plus de plugins gratuits. Ça me semblerait pas déconnant. D'ailleurs, ça l'est. Non, j'ai l'info. Ah, ok. On me souffle là, dans l'oreillette, c'est l'info. Donc, et qui a le plus de templates aussi, il me semble. Donc, ça, c'est top si vous démarrez. Si vous n'avez pas WordPress, c'est pas grave, on ne s'en veut pas du tout. Mais du coup... Ce n'est pas un webinaire. Du coup, sur Yoast, comment ça se passe? Donc, vous téléchargez le plugin et vous voyez, il y a un petit carré Yoast qui apparaît tout en bas de votre article et il est soit content en vert, soit pas très content en orange et soit très très énervé en rouge. Et pourquoi il va être énervé? Il va vous l'indiquer de toute façon, de façon assez... pour ça, l'outil est super pratique à utiliser, même si vous n'y connaissez pas. Si vous n'avez pas fait de maillage interne, il va vous dire qu'il n'y a pas de maillage interne. Si, comme là, tu vois, par exemple, vous avez mis un H1 dans votre titre, dans votre article, alors qu'il y a déjà un H1, il va vous dire « Hey, tu fais pas ça ». En fait, Yoast est un peu un assistant SEO pour venir vous aider au début à prendre les bons réflexes. Donc, il va vous gronder quand vous allez faire des boulettes qui semblent un peu trop grosses pour lui. Exactement. Et il va aussi vous permettre d'écrire la balise title, qui est en fait le titre que vous voulez donner à Google. Donc, vous avez le titre de votre article et vous avez la balise title qui est le titre que vous qui apparaît dans les résultats. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que des fois, Google choisit votre titre et pas celui-là. C'est qui c'est le patron. Ouais, voilà, carrément. Mais du coup, vous allez quand même l'écrire de façon optimisée. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer au maximum de mettre votre requête. Donc, par exemple, c'est Cold Email, dès le tout début du titre.
Et ensuite, vous pouvez mettre, nous on fait 2 points, et ensuite on écrit le reste de la phrase. Vous pouvez mettre un égal, peu importe pour la suite, mais essayez de le mettre devant. Dans tous les cas, ouais, Google est là, enfin Yoast est là pour vous assister un petit peu, pour vous positionner le plus facilement possible, vous donner un aperçu de votre article, comment il apparaîtrait s'il était positionné sur Google, et à vous dire quand vous avez oublié des petites choses, quoi. Voilà. Ensuite, il y a un truc, je ne suis pas sûre qu'il vous le dise, mais non, ça, il ne le dit pas. Mais quand vous enregistrez une image parce que vous voulez la mettre dans votre article, quand vous l'enregistrez, pensez, quand vous le podez, à lui donner un descriptif. Ça fait plaisir à Google. Et ça vous permet aussi d'apparaître plus facilement dans Google Images. Descriptif qui est donc noté en balise alt. Oui, c'est ça. En gros, la balise alt, c'est comme si on va considérer que Google il est aveugle, il ne voit pas votre image, et donc vous allez mettre un petit texte pour l'aider à comprendre ce que c'est, mais ne la mettez pas sur toutes vos images, mettez-la sur vos images qui vont être importantes, vos images que vous voulez voir apparaître par exemple dans Google Images, des petites icônes, ne mettez pas ça, tout ce qui va être un peu là pour vous aider à faire plus du graphisme, ne les mettez pas. Par contre, si vous faites une belle infographie sur un sujet qui résume votre article, n'hésitez pas à la mettre. C'est un joli graphique aussi qui est là pour démontrer certaines courbes. N'hésitez pas à mettre une petite balise. Ouais. Sur les gifs, nous, on ne met pas de balise alt parce que on n'a pas envie que ce soit ça qui sorte sur Google Images quand on tape Alexis. Quand on tape prospection LinkedIn, s'il y a un gif d'un mignon qui est en train de danser comme ça, c'est pas trop l'info qu'on veut envoyer. C'est cool pour notre utilisateur parce qu'on essaie de lui aérer le texte, mais c'est pas, on ne veut pas apparaître dans Google Images avec ça. Carrément. Voilà. Après, ça ne sert à rien qu'on vous détaille tout l'outil. Hein. Je pense que c'est hyper... En vrai, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est testez-le. Voilà, exactement. Prenez-le, testez-le. Allez écrire un article et le tester. Carrément. Écrire pour mon audience. Donc là, on en est presque à la fin. Pour écrire pour mon audience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser, sur l'intention de recherche. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'est vraiment rendu compte que le plus important, c'était de répondre à l'intention de recherche. Des fois, on voit une requête où il y a écrit comment faire du cold email, par exemple, et là, on se dit, putain, mais c'est trop bien, je vais vendre ma solution. Et dès le début, on vend notre solution. Enfin, non, en fait, parce que c'est pas ça que la personne cherchait. Si la personne, elle cherchait des templates et que vous lui parlez d'un outil automatisé, elle s'en fout parce qu'elle voulait des templates, en fait. Donc, elle va pas rester sur votre article et elle va se sentir un peu utilisée, quoi. Elle va se sentir biaisée. Elle va se dire, mais là, j'ai décidé d'aller chercher ça et là, on me fait perdre mon temps. Donc, l'idée, c'est de vraiment répondre à l'intention de recherche, d'avoir un article qui est d'abord basé sur ce que mon audience veut et d'y répondre le plus vite et le plus clairement possible. Donc, si par exemple, on a un article sur une définition, il va falloir mettre la définition dès le début, dès l'intro, ou en début de définition, ou donner le maximum d'indications possibles pour que le lecteur il puisse directement se dire « Ok, cet article, il va répondre à ma question ». Donc ça va être l'intention de recherche dont on va parler. Ensuite, il y a le copywriting. Donc, on a un guide sur le copywriting qui va sortir très bientôt. Si jamais, c'est un énorme guide qui détaille plusieurs techniques de copywriting, comment trouver des idées, comment être créatif et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui marche encore. Si jamais ça vous intéresse de la voir, envoyez-nous un message en privé sur LinkedIn. Alors, ne nous envoyez pas un message dans le chat, sinon. Mais il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Non, là je fais un petit teasing. Ah, tu fais un teasing, ok, excuse-moi, elle fait un teasing. Donc envoyez-moi un message sur LinkedIn plutôt, parce que là dans le Zoom, je vous avoue qu'on ne saura pas comment vous le transmettre, mais envoyez-nous un message sur LinkedIn, comme ça dès qu'il sort, bam, on vous l'envoie. Ouais. Et ensuite, il y a le côté visuel qui va encore une fois dépendre de votre ton, de votre charte éditoriale, parce que forcément, vous n'allez pas mettre des gifs si votre audience est plutôt très sérieuse. Si votre audience considère que les gifs, c'est pour les boomers, par exemple, parce que ça, c'est un petit article que j'ai vu passer et qu'on m'a envoyé en disant qu'en gros, il n'y avait que les boomers qui faisaient les gifs. Mais attends, la moyenne d'âge des gens qui utilisent les gifs sont de 33 ans. Je n'en ai que 24, donc je prends un petit coup, tu vois. Mais oui, je me souviens de cet article, mais je crois que c'est un article du Monde ou un article de Forbes. Oui, je sais pas, c'est un article c'est un bon article, il faut dire ça. Mais bon, on ne connaît pas les l'article, vous m'avez tous envoyé à peu près. Et Amandine, j'utilise beaucoup les gifs, espèce de grosse boumeuse. Voilà ce que j'ai eu depuis une semaine. Voilà, si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas trop posté cette semaine.
Voilà, du coup, peut-être tout dépend si vous avez des boomers, ils vont peut-être aimer les gifs, hein, finalement. On ne sait plus maintenant. Voilà, on ne sait plus quoi dire sur les gifs, donc on s'abstiendra sur les gifs. Moi, je dirais toujours une seule chose sur les gifs. Mettez-en partout. Donc, ce qu'on disait sur l'intention de recherche, donc c'est forcément ce à quoi le lecteur s'attend à lire. Et l'idée, ça va être de se mettre dans la peau de la cible. Pour le faire, pareil, on va voir ce que les concurrents ont écrit. Ceux qui sont arrivés dans le top 3, c'est qu'ils ont su répondre quelque part à ce que la cible voulait, ou en tout cas partiellement et en majorité. Donc, d'aller voir un petit peu la façon dont eux, ils ont tourné la chose et s'il manque quelque chose. Donc, l'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est de toujours apporter une vision différente. Parce que finalement, si la concurrence, elle est placée en top 1, que vous faites un article assez similaire, pourquoi vous et pas eux, quoi. Autant se démarquer autant par la façon, par le contenu que tu vas mettre dans ton article, mais aussi par comment tu vas le présenter. Et sinon, une autre chose pour capter cette fameuse intention de recherche, moi, c'est que j'aime bien me poser les questions. En fait, moi, là, je m'attendais à voir quoi. Et en fait, au final, quand tu arrives à faire ça, tu captes à peu près tout le temps l'intention de recherche. Après, bien sûr, il y a des outils qui, maintenant, vous l'avez dit, j'arrive pas à le dire. Non, c'est mort. Là, ça sortira plus. Il y a des outils qui vont vous transmettre quelle intention de recherche était recherchée. Et ils vous diront, voilà, là, c'est plutôt commercial, plutôt informationnel. Mais moi, entre vraie intuition et data, je vais plutôt me baser sur, OK, moi, là, je m'attendais à voir quoi. Est-ce que j'étais en train de chercher un top 10 des outils gratuits ou est-ce que je préférais plutôt un article pour me donner les best practices pour ce sujet-là. Mais il y a Sam Rush qui donne cette info-là. Donc, peut-être le mieux, c'est un mix des deux. Un mix de qu'est-ce que mes concurrents ont fait, quel est mon... quand je me mets dans la peau de la personne qui a fait cette recherche, qu'est-ce que je voudrais trouver et qu'est-ce que Sam Rush me dit, par exemple, ou qu'est-ce que... Et puis peut-être d'aller voir aussi les recherches associées. Oui, les recherches associées. Les recherches associées, c'est pas mal parce que du coup, si la personne s'est posé ça comme question, elle s'est peut-être posé celle-ci. Donc voilà, faire un mix. Moi, je pense que les mix, c'est toujours bien. J'aime bien. Et puis voilà, et surtout, la façon dont vous allez pouvoir apporter quelque chose de mieux que la concurrence, ça va être le copywriting, ça va être votre optimisation et ça va être votre nombre de mots. C'est le moment de le glisser aussi un peu parce qu'on a oublié on n'a pas oublié. Je crois qu'on l'a juste pas abordé. On l'a juste pas abordé pour l'instant. Dans votre article, quand vous allez commencer à écrire votre article, vous allez vous demander combien de mots en fait il doit faire. Est-ce que c'est 10 000 ou est-ce que c'est 400 ? Et là, nous, ce qu'on fait, on va voir le top 3, on va voir combien de mots ils ont fait. Et le but, c'est de faire à peu près 20% de plus. Ouais, et puis le message, c'est que c'est pas si je veux me placer en SEO, il faut que j'écrive 1000 mots au minimum c'est 2000 mots. En fait, le message, c'est plutôt chaque article a son nombre de mots parce que chaque article a une intention de recherche différente et chaque article a une concurrence différente. Donc, il n'y a pas si je veux me placer en SEO, il faut que je fasse que des articles de 5000 mots parce que c'est celui qui écrit le plus qui est le plus placé. C'est totalement faux. Parce que s'ils sont chiants à lire, ça marche pas. Mais même des fois, moi, je vais chercher une information qui est très courte et très petite. Et je vais littéralement, je m'en fous que tu me pondes un article de 5000 mots, je ne vais pas le lire. Je voulais mon info rapidement, quoi. Ouais. Et encore, je trouve qu'aux US, on a très souvent des articles très longs parce que la concurrence, elle est beaucoup plus élevée. En France, ça reste encore abordable et associé à l'intention de recherche. Les gens ne vont pas faire des guides de 5000 mots sur comment allumer mon PC. Alors qu'aux US, c'est possible. Vous pouvez trouver des articles de 10 000 mots sur une question toute petite, comment allumer mon ordinateur. Et là, ils arrivent à te le dire en 10 000 mots. Mais moi, je suis très impressionnée. Je n'arriverai pas à broder autant. Mais du coup, ça tombe bien parce qu'on parlait de ça justement. Dans le copywriting, arrêter de broder, être soi-même, je pense que ça, c'est vraiment la clé. Déjà, il y a kiffer écrire et kiffer ce qu'on fait parce que je pense que vraiment, si on ne kiffe pas écrire, ça va être très compliqué. Vous avez un article de 4000 mots à pondre et vous n'en avez pas envie en fait, tout simplement. Et quand on est seul derrière son PC, il y a des papillons qui tournent autour, il y a énormément de façons de se distraire. Donc, si vraiment c'est pas un truc qu'on kiffe, n'hésitez pas à déléguer quoi. Parce qu'en fait, moi je déteste rédiger, j'ai toujours détesté ça et ça se sent dans mes écrits, ça se sent dans mes articles et juste
moi aussi, je le sens. Je le sens passer quand je dois écrire. Je sens chaque mot. Moi, je sens chaque mot. Ah, je suis qu'à 100 mots là. Ah, ouais, alors que... Donc, n'hésitez pas en fait à vous entourer aussi. Si vous êtes plutôt bon pour piloter la stratégie, bah, c'est OK. Et bah, y a des gens qui, comme Élodie, adorent écrire et pourraient passer des heures et des jours entiers à écrire. Bah, entourez-vous de personnes en fonction de leurs compétences, en fonction de ce que vous avez besoin aussi pour votre strat. Complètement. Moi, je sais que je peux écrire un article de 4000 mots, mais avec grand plaisir. Vraiment, il n'y a pas... Amandine, tu peux m'écrire 1000 mots? Je dis non. Pas d'accord. Donc voilà, et oser à soi-même, c'est aussi pour moi hyper important d'avoir sa propre patte quand on écrit, même si on écrit à des gens chiants, quoi. Mais vraiment, non, mais même si on écrit à des dirigeants et que c'est lourd, et enfin, dirigeants, c'est pas tout chiant, c'est pas ça que je voulais dire, mais on appelle ça. On appelle ça. Mais même si c'est lourd, mais il faut essayer de trouver sa manière à soi. Ouais. Soyez vous-même dans vos écrits, qu'importe votre cible. Oui, il faut s'adapter un petit peu à qui on va parler, mais trouvez votre style. Vous calquez pas sur le style de quelqu'un, développez le vôtre. Alors, la question qui se pose, c'est comment je développe mon style. Il y a un guide sur le copywriting qui arrive bientôt. Voilà. Il y a ça, mais c'est surtout à force d'écrire en fait. Ouais, au début, tu es plutôt très informationnel. Ok, j'ai cette information, je dois la placer comme ça, etc. Et après, petit à petit, tu commences à montrer qui t'es aussi dans tes écrits. Tu commences à placer tes façons d'écrire, tes façons de parler. Et petit à petit, tu construis ton style comme tu construis, comme tu vas construire ta marque sur LinkedIn, comme tu vas construire ton personal branding à force de faire une stratégie de contenu, et ça vient avec le temps, quoi. Complètement. Quand vous écrivez votre article, aussi pensez à toujours vérifier l'orthographe, la ponctuation. Nous, on a Merci App, on a Antidote, il y a plein d'outils qui peuvent vérifier. Merci App, c'est bien parce que ça vérifie directement pendant que vous êtes en train d'écrire. Et pensez à toujours mettre des points et des virgules et pas faire des phrases à rallonge. Vraiment, moi, très souvent, je vois des articles avec des phrases très longues et des mots compliqués. En fait, pensez toujours à simplifier ce que vous allez dire. Vous savez que c'est telle information que vous devez donner. Essayez de faire une phrase courte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun style dans votre phrase et que c'est une phrase robotique, mais juste essayez de ne pas perdre l'information au milieu de plein de mots. Voilà. Toujours point, virgule, retour à la ligne. Puis aller à l'essentiel aussi. Et pas broder trois paragraphes, pas donner l'info. Moi, c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est je cherche une info, j'arrive sur un article et je suis obligée de scroller, d'aller tout en bas et je me rends compte qu'au bout de 1000 mots, il n'y a toujours pas la réponse. Bah, juste je me casse. Mais à la limite, donnez la réponse tout de suite, et si la personne elle a envie d'en savoir plus, bah, elle descendra dans votre article, elle verra qu'il y a plus si elle a envie d'en savoir plus, et si elle était là juste pour avoir cette info, elle l'a eu, elle est contente, tout le monde est content. C'est à peu près tout pour le copywriting. Et le dernier point, c'est le côté visuel. Nous, vous savez, on utilise plein d'emojis, on adore les gifs. On fait aussi des infographies, des visuels sympas. Maintenant, on utilise Canva parce que c'est pratique, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut l'utiliser. Et l'idée, nous, ce qu'on a fait au début, l'erreur qu'on a fait au début, c'est un peu, chaque rédac fait son truc sur Canva. Et en fait, ça a sorti plein de visuels différents, chacun son style. Du coup, chacun a son style. Ouais. Alors, super dark, ou super clair, ou juste très épuré, ou très plein. Et finalement, ensuite, on a dû dire, on a pris tant de visuels qu'on avait, d'illustrations qu'on avait. On dit, on va utiliser ça, on va utiliser ce fond, ce type d'écriture, et on va un petit peu rester sur cette colorimétrie. Et là, on avait un truc assez carré. Donc, si vous êtes tout seul, c'est plus simple. Parce que, mais même si vous êtes tout seul, vous ne prenez pas trop la tête à vous dire il me faut une charte graphique précise avec tout. Non, définissez juste 2-3 couleurs auxquelles vous allez vous tenir. Si vous n'êtes pas doué en design et que vous n'avez pas un UX designer sous la main, prenez Canva et entraînez-vous un petit peu à faire des infographies. Et en fait, arrêtez d'attendre que ce soit parfait, quoi. Alors juste lancez-vous. Ok, au début ce sera pas parfait, ce sera une première version, vous pouvez revenir plus tard pour l'améliorer et juste go, quoi. On a une vidéo YouTube qui est faite par Pauline, qui est la designeuse ici, qui vous explique un petit peu comment faire des visuels sympas sur Canva. Sur Canva, sur notre chaîne YouTube qui est dispo. Si vous tapez Canva, Walaxy, Pauline. Direct. Mots-clés. Voilà, je pense que vous allez trouver. Qui vous explique un peu comment utiliser Canva en moins d'une heure sans avoir besoin de compétences techniques et réussir à faire des trucs jolis et vite. Et c'est super joli en plus, donc n'hésitez pas, quoi. C'est gratuit. On donne des tips. Je pense qu'on en est à la fin parce qu'on en est à la partie 4. Et du coup,
moi, j'arrive sur la partie 4. Donc, c'est vraiment la partie finale. C'est OK, vous avez besoin d'analyser vos résultats. Au début, moi, je ne savais pas trop sur quel KPI me baser. D'un côté, j'avais lu 1 million d'articles qui me disaient ouais, il faut analyser ça et ça et ça et ça. En gros, il fallait faire des rapports qui me prenaient des heures et des heures. Après, je lisais des articles, enfin des posts LinkedIn avec des gens qui me disaient ouais, mais tu ne dois pas oublier ce KPI-là, tu ne dois pas oublier celui-là. Et en fait, au final, vous passez plus de temps à analyser des résultats que vous n'avez pas encore qu'à faire des choses, en fait, et faire en sorte que vous ayez des résultats. Donc, vous prenez pas trop la tête. Définissez 2-3 KPI. Moi, au début, j'ai juste fait utilisateur SEO par mois. La part du SEO, donc là, la part du SEO sur mon trafic mensuel. Et après, je regardais aussi, vite fait, un peu la provenance de mes visiteurs. Est-ce qu'ils sont plutôt français? Est-ce qu'ils sont plutôt anglais? Si je viens de lancer une langue sur mon blog, est-ce que ça marche? Et je suis un peu mes positions. Je ne suis pas mes positions tous les jours, pour être transparente avec vous. Je ne passe pas ma vie sur ces mots. Je vais me dire, OK, je suis position 1, je ne suis pas position 1. Je les regarde une fois par semaine. Ouais. En fin de mois, je vais voir vraiment ceux qui sont très importants pour moi. Est-ce que je stagne? Est-ce que je m'améliore? Ou est-ce que j'ai baissé? Ouais. Mais, on fait un gros check une fois par mois. Une fois par mois, en fait, une fois par mois, et qui après, nous permet de dire OK, on recalibre un peu la stratégie finalement, mais vous prenez pas la tête à faire ça pendant des heures. Et la dernière info que je voulais transmettre, c'est du coup la mauvaise pratique, c'est l'irrégularité. Si vous faites un peu en janvier, puis plus rien en mars, et puis après vous faites le double, ça c'est pas une bonne pratique. Que ce soit sur n'importe quel pilier du SEO, que ce soit sur votre aspect technique, que ce soit sur votre contenu, ou que ce soit sur votre recherche de liens. Là, on vous résume un peu ce qu'on vous disait au début. Et en fait, la bonne pratique, c'est qu'importe ce que vous faites en SEO, soyez régulier et fixez-vous d'abord un objectif qui est atteignable et augmentez petit à petit. Alors, au début, un article par mois pendant 6 mois, puis après, vous avez recruté quelqu'un, OK, on peut passer à 2 articles, mais ne publiez pas de manière régulière et essayez d'être en fait, juste fixez-vous un rythme, tenez-y vous et ça marchera. Je crois que c'est tout. Du coup, je vais arrêter le partage et on va essayer d'aller voir vos petites questions. Alors, si tout va bien, les questions commencent maintenant. Alors, waouh. Oui, vous pourrez. Alors, je vais essayer de répondre aux questions comme je peux. Oui, il y aura un replay qui devrait être disponible cette semaine avec le début, bien sûr, du webinaire. Je vais répondre donc à la question qui vous investissez donc, vous n'investissez qu'en SEO et en SEA, pas de display, d'affiliation ou autre. Donc 80% du SEO et 20% en SEA. Alors, dans notre acquisition, maintenant, elle est très différente. Au début, on s'est focalisé sur un seul canal qui était le SEO parce que c'était aussi celui qui, à mes yeux, était le plus important à mettre en place. Donc, on ne s'est pas dispatché dans tous les sens. Maintenant, aujourd'hui, comment on génère de l'acquisition sur Wallaxy? Donc, on a le blog avec nos articles SEO. On a d'une part du SEA avec des annonces Google Ads et Facebook Ads. On a tenté aussi du LinkedIn Ads, mais ça n'a pas très bien marché pour nous. Ouais. On fait donc du Google Ads Display pour répondre à ta question. Et on a tout un système aussi ambassadeur où c'est des gens qui vont promouvoir notre solution avec un système d'affiliation. Donc ça, c'est un peu nos 3 sources d'acquisition. Ensuite, on a utilisez-vous SEO Quantum pour le brief édito ou le planning? Alors, je connais bien SEO Quantum. C'est un outil que j'affectionne particulièrement, mais ce n'est pas un outil que nous, on utilise dans notre quotidien. On adore tester plein de nouveaux outils. J'adore essayer d'aller voir ce que tout le monde fait, mais à un moment donné, il faut aussi arriver à les rentrer dans sa routine. Donc, c'est un outil que je recommande parce qu'il est plutôt pas mal pour démarrer la rédaction et savoir comment faire un brief à un rédacteur, etc. Mais ce n'est pas un outil que nous, en tout cas, on utilise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils et finalement, on a un peu choisi nos outils. On essaie d'en tester des nouveaux, mais c'est difficile de tous les faire. Avez-vous une liste des applis logiciels que vous utilisez? Alors, je sais qu'on a un article sur comment démarrer en SEO. Est-ce qu'il y a une liste des outils dessus? Oui, effectivement, ce que je ferais, c'est que quand je vais sûrement partager ce replay dans un post LinkedIn, et ce que je ferais, c'est qu'en commentaire, je vous mettrai un peu toutes les sources qu'on a. Je viens de voir qu'on m'a demandé de stopper mon emoji, mais ce n'est que le début. Je mettrai une liste en commentaire de toutes les sources qu'on a un peu citées ici, donc les articles qu'on a déjà dispo sur le sujet et les outils qu'on utilise. Alors, je vais aller voir maintenant dans le chat parce qu'il y a beaucoup de questions.
Donc, ça a commencé. Alors, comment faites-vous pour choisir le sujet d'un article? Alors, ça, j'estime qu'on l'a quand même bien détaillé dans le webinaire. Mais je pense que c'était une question qui était posée avant. Ah non. Non, elle a été posée il y a 3 minutes. Donc, pour aller choisir le sujet d'un article, on l'a quand même bien détaillé. C'est qu'on va utiliser différents outils. Mais d'abord, on va aller définir notre thématique précise. On va écrire sur LinkedIn. On choisit notre mot-clé. Et ensuite, on va aller regarder les recherches associées de Google. On va aller checker dans 1.fr les idées de sujets. Et on va aussi s'aider de SEMrush avec tous les mots-clés qui vont grappiller autour de notre sujet principal. Carrément. Il y a Alain qui nous pose une question, slug pour l'interrogation. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du slug. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du slug. Donc, le slug, ça va être le lien de l'article parce que pour moi, ça rentre un peu dans les critères techniques, en fait, si tu veux. C'est un setup technique qui fait que c'est plus une des structures SEO de ton site qui fait que ça va être plus dans la partie pilier technique, mais les règles du slug, en général, on ne se dit pas plus de 2-3 mots. Pas de slug à rallonge. Exactement. Avec la requête cible dedans, si possible. En fait, le but, c'est vraiment de mettre la requête cible. Donc, on met chaque mot avec un... LinkedIn, quoi. Voilà, on met un tiret entre chaque mot. Mais effectivement, on va avoir d'autres webinaires. Donc là, c'était vraiment le côté contenu. Mais ensuite, il y aura vraiment une explication sur la technique et sur la confiance. Et là, on rentrera plus dans d'autres sujets parce que ça fait déjà 1h37 qu'on parle. Et peut-être qu'on va vous dire. Et puis, on ne peut pas faire... les piliers du SEO sont tous tellement différents les uns des autres qu'on ne peut pas les aborder dans un seul webinaire. Ensuite, j'ai vu des bons call to action pour convertir le trafic en lead. Alors, on est un peu encore des bébés sur ce sujet dans le sens où notre trafic, on arrive à bien le convertir, mais pas encore assez par rapport au trafic qu'on génère. Ce qu'on a testé et qui fonctionne, c'est donc des bannières dans l'article à des critères aléatoires. Par exemple, on déclenche une bannière au bout du 2e paragraphe. On va déclencher des boutons de call to action à différentes actions que l'utilisateur va faire. Par exemple, ça fait plus de 3 minutes qu'il est sur le site. On lui lance un petit bouton pour essayer Wallaxy. Et on fait aussi des bannières en fin d'article pour télécharger nos livres blancs. Et ça marche bien. Ouais, ça marche super bien. Le livre blanc marche super bien. En plus, c'est pas un call to action qui va être agressif. Donc, on va pas lui balancer une grosse pop-up. Ça va être plutôt à la fin de sa lecture. S'il veut en savoir plus sur le sujet, on a fait un livre blanc, il peut s'inscrire. Ensuite, dans quelle fourchette peut-on considérer que le taux de rebond d'un site est bon? On en a parlé et ça dépend. Pour moi, ça dépend. Ouais. En fait, c'est ma réponse préférée, je suis désolée. Mais ça dépend de ton intention. Il n'y a pas de bon ou de mauvais taux de rebond. Il y a il y a plutôt la bonne intention de recherche que tu cherchais et ce que tu voulais transmettre. Si tu voulais que les gens aient la réponse rapidement et cliquent rapidement sur ton lien, un taux de rebond élevé, ce sera positif. Alors que s'il va être faible, si ton objectif c'était qu'il ne reste pas longtemps, c'est pas évident. Donc je rajouterais que l'idée, c'est peut-être pas de regarder sur tout ton site, parce que là, la question, c'est vraiment sur le site, mais d'aller checker un petit peu sur tes articles, surtout sur tes articles phares. Voilà, là, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu as? Carrément. Et écoutez, on va prendre encore quelques questions et puis après, on va vous libérer. Il me semble que Yoast est compatible qu'avec WordPress pour la personne qui a posé la question. Et est-ce qu'on a le même collier? Je n'en ai aucune idée. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions qui concernent le webinaire... J'ai vu une question. Est-ce que vous avez un article sur Canva? Il me semble pas encore. Ah, c'est Glue Maps. Je l'ai mal dit peut-être. J'ai dit quoi? J'ai pas dit ça. Je pense que je ne sais pas ce que tu avais dit. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Si vous avez encore plein de questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn. On essaye toujours de vous répondre. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Allez. Bon après-midi. Salut à tous.